bonsoir à tous pour cette nouvelle édition du Libre TeamSpeak, ce dimanche 31 juillet. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons organiser un petit libre journal du Libre TeamSpeak. Nous allons aborder des sujets d'actualité, plus ou moins récents, des sujets qui se développent plus ou moins sur le temps long. Nous procéderons également à une petite et modeste revue de presse en essayant de vous conseiller un certain nombre d'articles ou de vidéos ou de livres récemment parus et qui peuvent éclairer par ailleurs les sujets que nous allons modestement aborder. Voilà, donc nous allons aborder aujourd'hui très nombreux sujets, enfin quelques sujets du moins disons. Par exemple la question de la privatisation de la Réserve fédérale américaine et la loi de 1973 en France par ailleurs, de phénomènes tout à fait parallèles. Nous évoquerons également l'attentat norvégien d'Oslo, et quelques autres sujets. Effectivement, je parlais d'une revue de presse, donc nous présenterons quelques revues, quelques livres récemment parus que nous avons eu le plaisir de lire. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Apanoman. Bonsoir Apanoman. Ouais, donc Anoman ou Anthony. Écoutez, bonsoir à tous. Donc vraiment ravi pour cette première édition du Livre Journal du LTS. Donc effectivement, je suis avec mon camarade Am Fortas qui a fait notre présentation et qui est la voix officielle du Livre TeamSpeak. On va commencer par une revue de presse d'actualité, effectivement. Donc je ne sais pas si elle sera spécialement courte, mais j'espère qu'elle vous intéressera. Je pense que j'essaierai de partir souvent des infos plus ou moins officielles, on va dire, et essayer d'expliquer peut-être ce qu'il peut y avoir un peu en dessous. Donc, par exemple, je voulais commencer en parlant des famines, puisqu'on nous a beaucoup parlé de ça dans l'actualité récente, de la famine notamment en Somalie qui se développe à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les journaux nous parlent des mauvaises récoltes, des sécheresses pour nous expliquer le problème. Je voyais aussi sur Atlantico une interview donc de Sylvie Brunel, qui est géographe, économiste et écrivain, et surtout qui est l'ancienne présidente d'Action contre la faim. Et donc elle a donné une interview à Atlantico, qui est un nouveau média sur Internet qui est classé à droite. Et elle essaie elle aussi d'expliquer donc ces famines en Afrique. Donc elle donne plusieurs raisons. D'abord, elle évoque une famine créée. Donc elle dit que ce n'était pas une fatalité que la population somalienne souffre de la faim. Elle aurait pu migrer, vendre son bétail ou recevoir une assistance. Les conséquences de la sécheresse n'ont pas été enrayées à temps. Donc, comme souvent, on nous propose soit les solutions des populations locales, donc les migrations, hein, c'est un phénomène souvent encouragé. Et elle nous parle donc de ce thème de la sécheresse. Le deuxième thème, curieusement, c'est l'islam. C'est-à-dire, elle explique que la deuxième solution, ce serait que pour les islamistes, les personnes donc, qui souffrent de la faim sont des citoyens de seconde zone et qu'ils ne valent pas la peine d'être sauvés si cela implique de laisser entrer la communauté internationale, ou plutôt l'Occident, dans le pays, car ce serait faire rentrer le ver dans le fruit. Donc là, pareil, elle évoque donc le danger islamiste qui empêcherait, dans sa lutte contre l'Occident, de sauver ses populations. Donc effectivement, explication qui peut valoir le coup, puisqu'elle explique que ces islamistes attendraient que la situation soit encore plus grave pour éventuellement saisir les denrées alimentaires. Donc pourquoi pas, l'explication peut se tenir. Et elle explique donc que tout se tient toujours par des facteurs politiques dans les famines, puisqu'elles sont évitables à chaque fois, puisqu'à cause des images satellites, etc., on sait quand les sécheresses arrivent, donc on pourrait les anticiper. Mais il me semble que le problème, c'est qu'elle n'envisage pas du tout une des causes les plus réelles, et alors là, c'est là que je vais mettre mon grain de sel, pour écouter pas mal les revues de presse internationales, notamment de Pierre Jovanovic. On se rend compte que les grandes famines de ces dernières années, notamment en 2008, il y a eu des émeutes de la faim, elles étaient causées essentiellement par la spéculation sur les denrées alimentaires. Donc il faut savoir qu'il y a des grandes banques aujourd'hui, des très très grandes banques comme la JP Morgan, comme la Goldman Sachs, qui effectivement ont les moyens d'acheter des pans entiers d'une production. Et curieusement, ça, ce n'est jamais évoqué. C'est-à-dire, ils achètent des pans entiers de production, ils les laissent reposer, en fait. Ils n'en font rien, puisque, bon, évidemment, ils vendent pas du blé. Hein. Et ils les gardent et ils attendent que les prix montent. Et une fois que les prix ont bien monté,
ils revendent. Ce qui fait que, évidemment, tout augmente pour les populations locales. Alors nous, effectivement, dans nos pays développés, ça augmente le prix du caddie. Mais dans des pays, donc effectivement, ça fait souffrir aussi nos populations. Mais en Afrique, la moindre augmentation, effectivement, a des conséquences désastreuses sur les populations. Alors, j'ai notamment un article assez intéressant de 2009, non, de début 2010, alors que je vais vous citer. Donc, article de l'Union communiste internationaliste, et qui explique, donc je cite, pour ce qui est des matières premières alimentaires, un rapport publié en 2009 par la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce, a calculé que les spéculateurs détenaient aujourd'hui 65% des contrats sur le maïs et 80% des positions sur le blé. Actuellement, seuls 2% des transactions sur les marchés des matières premières correspondent à des échanges de produits réels. Le reste, 98%, n'est fait que de transactions purement financières. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, effectivement, tout ça, ce sont des échanges totalement virtuels. Les matières ne s'échangent pas. C'est les banques qui s'achètent, se rachètent, et en fait les prix augmentent, tout simplement de façon assez artificielle. Et curieusement, dans les journaux, on n'en parle jamais, quoi. Et j'entendais encore sur France Info il y a quelques semaines un expert qui avait été invité par la journaliste, et la journaliste l'écoutait religieusement parler des sécheresses dans telle et telle partie du monde. Et jamais cette explication n'était évoquée. Alors effectivement, on peut se demander est-ce que les journalistes sont ignorants, c'est-à-dire est-ce qu'ils ne lisent pas, parce que tout ce que je dis là en fait est relayé par la presse internationale. C'est juste en France en fait qu'on ne parle jamais des grandes banques. Alors est-ce que les journalistes ne savent pas? Est-ce que les journalistes sont aux ordres, comme le disent certains? C'est difficile à savoir. Donc Portage, je ne sais pas si tu as une opinion sur ce sujet. Alors, il y a une dimension importante dans ce que tu viens de dire, fondamentale même, c'est effectivement la question de la création d'une famille. Dans quelle mesure est-elle, à défaut peut-être d'être créée, dans quelle mesure est-elle encouragée? Dans quelle mesure est-ce qu'on favorise les phénomènes qui conduisent à la famine? C'est-à-dire notamment, évidemment, la question des matières premières, des nourritures fondamentales est évidemment en question. Je sais par exemple que ça c'était notamment un élément qu'a mis en avant Jean Ziegler dans son Jean Ziegler qui est quelqu'un qui aime qui fait avant tout des documentaires, et dans un des documentaires récents, je crois que c'était de l'année 2009, alors il faudrait que je retrouve le nom, excusez-moi, mais en tout cas Jean Ziegler mettait en avant le fait que l'Union européenne, c'est-à-dire les structures totalement gouvernementales, supra-gouvernementales même de l'Union européenne, finançaient le marché privé, le marché des matières premières, des firmes relevant de ces matières premières et vendant ces matières premières. L'Union européenne subventionnait à hauteur de 150 milliards d'euros l'ensemble de ces firmes qui, par ailleurs, donc 150 milliards d'euros dans l'optique dans le but que ces firmes vendent ensuite leurs produits sur le marché africain. C'est-à-dire que, évidemment, ces firmes pouvant déduire, grâce à ces subventions, pouvant déduire un certain nombre de coûts, proposaient des prix plus bas que les paysans africains et toute la chaîne alimentaire africaine, ce qui mettait en difficulté profonde les habitants locaux et participait à créer du chômage. Et effectivement, une question qui est totalement liée, c'est ensuite lorsqu'on spécule, comme tu as mis en avant, là je répéterai pas, c'est la hausse ponctuelle qui peut arriver des matières premières, sachant que les locaux, que ce soit les habitants, et même comme je disais les paysans, les petits commerçants, ne sont plus maîtres de leur économie globale. Donc là encore, complot, si on peut dire, contre le peuple ou les peuples africains, et certains particulièrement sensibles dans des régions arides et difficiles comme en Somalie. Donc effectivement, alors j'enchaîne sur un petit peu la grande affaire de ces derniers mois, qui me semble assez dérisoire en fait, mais bon, c'est l'affaire DSK. Alors l'affaire DSK, je vous rassure tout de suite, je vais pas refaire le tour de l'histoire, de toute façon, c'est passé partout, dans tous les médias, toute la journée. Donc tout le monde est au courant, mais dans le cadre de la revue d'actualité, c'était difficile de passer dessus. Le prix un peu fou, dit un des commentaires. Effectivement, on sait tous ce qu'il faut penser de DSK, je pense. C'est-à-dire que
pour tous ceux qui se renseignent un peu, on entend les rumeurs, c'est-à-dire bon, bah, que les journalistes femmes hésitaient beaucoup à aller l'interviewer, qu'elle ne voulait pas vraiment y aller toute seule, qu'elle demandait à un caméraman homme de venir avec elle. Donc c'est vrai que pour ceux qui connaissaient un petit peu le personnage, ça n'étonnait pas grand monde de ce qui s'est passé. Et effectivement, alors cette semaine, donc j'ai envie de me pencher un petit peu sur la victime présumée, c'est-à-dire Nafissatou Diallo, puisque cette semaine, elle a tenu une grande conférence de presse, là, il y a quelques jours, qui était très intéressante, puisque c'était en gros toute la communauté noire de New York, toutes les élites de la communauté noire de New York qui étaient là. Donc c'était une grande réunion, donc on voyait les révérends, les hommes du clergé, les hommes de l'église qui étaient présents, euh, et tous qui se prononçaient en sa faveur pour que le procureur continue. Donc tout ça a été organisé par l'avocat de Nafissatou Diallo, qui s'appelle Kenneth Thompson. Et alors, le problème c'est que, comment dire, alors je sais pas ce que tu en as pensé, Fortaz, moi je la trouve assez peu crédible finalement. C'est vrai qu'elle passe énormément dans les médias là, depuis qu'elle a été attaquée, y compris par le procureur, sur sa crédibilité. Et c'est vrai qu'elle est très très graphique quand elle entre dans les détails. Et alors, cette démonstration de force de toute la communauté noire, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude en France, puisque le communautarisme est censé être interdit, même si on a tous les organismes qui se mettent en branle dès qu'on a des affaires de racisme notamment. Euh, mais alors, juste pour répondre aux commentaires, on ouvrira l'antenne dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, on fera des posts pour que les gens présents puissent intervenir. Et, et effectivement, donc, c'est Nafissatou Diallo donc, qui a été très graphique, qui l'a répété. Toute cette communauté qui essaie de mettre pression, qui a demandé la démission du procureur, qui a demandé également évidemment à ce que Dominique Strauss-Kahn continue à être poursuivi. Euh, Moi, j'avoue, c'est une démonstration de force qui a du mal à me convaincre, quoi. Et j'aurais aimé apporter quelques précisions sur la façon dont fonctionne le système judiciaire américain, parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué au système judiciaire américain. Il faut savoir par exemple que Kenneth Thompson, bon, certains pensent qu'il est très crédible quand il décrit l'agression de la victime. Il faut savoir qu'a priori, vu qu'elle n'a que très peu de moyens, c'est un avocat qui a été pris à la commission. C'est-à-dire, il obtiendra, c'est comme ça que fonctionne le système américain, s'il arrive à obtenir quelque chose, une compensation, bah, il touchera un tiers de ce qu'il obtient. C'est-à-dire, s'il arrive à obtenir au procès civil 10 millions de dollars, il y aura 3 300 000 dollars pour lui. S'il n'obtient rien, bah, il ne touchera rien. Et on peut penser quand même que depuis le début de l'affaire, il a dû engager des enquêteurs, il a dû engager pas mal de frais. Et donc, effectivement, tout ça, ça sera de sa poche s'il ne touche rien. Donc, évidemment, il fait tout ce qu'il peut pour que l'affaire ne capote pas. Parce que si l'affaire capote au pénal, euh, ça sera très difficile de condamner au civil, encore que vous savez que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que, par exemple, l'affaire O.J. Simpson, la première affaire O.J. Simpson, affaire de viol là aussi, O.J. Simpson avait été acquitté par les jurés américains au pénal, mais il avait quand même été condamné au civil. Donc il avait dû payer énormément d'argent à sa victime. Donc voilà, donc tout ça explique en fait cette démonstration de force de la communauté noire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent en jeu sur cette histoire. Et nous, c'est vrai qu'en France, on a l'affaire Bannon, qui a rebondi depuis que DSK a été arrêté aux États-Unis. Et il me semble que l'affaire Bannon est quand même plus crédible, parce que cette journaliste, donc Christiane Bannon, euh, il me semble qu'elle a une attitude peut-être plus conforme à ce qu'on peut éventuellement attendre d'une victime de viol. C'est-à-dire, elle n'en a pas vraiment parlé pendant très longtemps. Elle a quand même laissé dans une émission sous-entendre ce qui lui était arrivé, parce qu'on imagine bien qu'une victime a quand même besoin d'en parler. Mais elle voulait pas tellement faire de raffut parce qu'elle savait que ça lui amènerait plus de problèmes qu'autre chose. Donc, il me semble qu'elle est peut-être plus crédible, mais vous savez qu'on a appris cette semaine aussi que la mère de Tristan Bannon a couché avec DSK. Alors elle volontairement. Donc c'est vrai que là aussi, bon, tout n'est pas blanc-bleu, quoi. C'est-à-dire le milieu journaliste et politique français, ça couche, ils couchent entre eux. Hein. Bon, il y a des rapports qui se créent. Et c'est vrai que toute cette affaire est vraiment très très compliquée. Mais c'est vrai que la démonstration de force de la communauté noire américaine, c'était assez impressionnant à voir. Tout à fait. Alors là, en me référant
comment dire, à la lettre d'information confidentielle, faits et documents publiés par Emmanuel Ratti toutes les 2 semaines. Eh bien, par exemple, c'est assez intéressant. Ratti a trouvé une information intéressante, c'est le fait que Anne Sinclair projetait de faire paraître un livre sur son grand-père, hein, qui était donc marchand d'art, et qui donc un certain Paul Rosenberg, qui était marchand d'art et qui donc est devenu très riche, est devenu célébrissime. Elle projetait effectivement d'ouvrir un ouvrage à son compte, ou sur son compte, afin de faire avaler, évidemment, ou faire avaler, pour reprendre le terme de Ratier, l'immense fortune de cette famille, Sinclair, sachant que le père d'Anne Sinclair s'appelait Schwartz et a fait changer son nom, devenu la famille Sinclair. Et donc, évidemment, puisque Strauss-Kahn étant prévu, enfin, projetant lui-même de se présenter aux élections présidentielles, comme chacun sait, la question de sa fortune personnelle et de la fortune de son couple allait être mise en avant. Donc, semble-t-il, cet ouvrage était destiné à faire avaler un petit peu la pilule. Enfin, c'est un petit peu en dehors du sujet, mais en tout cas, ça concerne un petit peu quand même la fameuse affaire Strauss-Kahn, Nafissatou Diallo. En tout cas, c'est vrai que moi je pensais qu'il pouvait encore revenir quand il a été arrêté et qu'on pensait qu'il allait peut-être être libéré assez vite là. Mais bon, là, il semble que visiblement ça va traîner parce que ça devient très très difficile politiquement pour le procureur de relâcher DSK, en tout cas de le relâcher rapidement. Donc je pense qu'on est tranquille pour la présidentielle française, si je peux me permettre. Donc voilà, je propose qu'on aborde la Libye et ensuite on ouvrira les micros pendant 5-10 minutes pour que les auditeurs puissent intervenir. Alors sur la Libye, bon, ça fait quand même plus de 2 mois là maintenant que la France est en conflit. On a appris cette semaine que Alain Juppé, donc, et son homologue britannique, donc à la défense, Monsieur Haig, ont annoncé conjointement que les bombardements allaient se poursuivre, y compris pendant la période du Ramadan. Et pire, ces derniers ont même annoncé qu'ils bombarderont désormais des centres civils si des pro-Kadhafi s'y trouvent. Alors, je trouve même que la façon de nommer les choses est assez floue parce que faut savoir quand même que 70% de la population est pro-Kadhafi. Hein. Donc si on peut bombarder 70% des civils qui sont pro-Kadhafi, ça va faire quand même beaucoup de monde. Alors j'imagine qu'ils voulaient parler des combattants pro-Kadhafi, mais c'est assez flou. Hein. Donc c'est vrai que c'est une façon de justifier in fine toutes les destructions qu'il y aura, hein, les destructions d'hôpitaux, de mosquées. Du moment qu'on dit à l'intérieur il y a des pro-Kadhafi, bah, il n'y aura aucun problème, ça sera légal. Donc bon, ça annonce des choses peut-être pas très très jolies. Il faut savoir aussi, il y avait un article du site lepost.fr là, qui a été retiré depuis, je ne sais pas trop pourquoi, mais il était en ligne il y a quelques jours, et qui expliquait en fait que comme pour l'Irak, toutes les raisons invoquées pour faire la guerre étaient fausses. C'est-à-dire ça ne s'appuyait sur rien. Vous vous souvenez que pour l'Irak, il y avait notamment notre cher, alors comment s'appelle-t-il, Colin Powell, qui était venu devant l'ONU avec une petite fiole jaune en expliquant que c'était la preuve que l'Irak avait des armes de destruction massive. Bon, depuis, même l'armée américaine a reconnu qu'en fait, il y avait rien. Mais voilà, comme dirait Michel Colomb, toutes les guerres commencent par un média mensonge, donc il y a toujours des mensonges. Là, c'est vrai que pour expliquer la nécessité d'intervenir en Libye, on a expliqué notamment que les troupes de Kadhafi violaient abondamment les populations anti-Kadhafi, voilà, pour amener la peur, pour déboussoler l'adversaire, etc. Et en fait, Amnesty International a fait un rapport dans lequel il déclare qu'aucun de ces viols n'a pu être répertorié, c'est-à-dire aucun médecin n'a été capable d'amener des éléments disant que un de leurs patients avait été violé, une de leurs patientes avait été violée. Donc visiblement, toutes les preuves toutes les raisons pour justifier l'invasion tombent une à une, quoi. Alors il y a un article sur le sujet du réseau Voltaire qui est assez intéressant. Donc il explique déjà que la résolution 1973, alors bon, rien à voir avec la loi de 73 dont on parlera dans la deuxième partie, hein. Là c'est la résolution à l'ONU, au Conseil de sécurité, qui donnait donc mandat à la coalition des volontaires, est totalement sans rapport avec ce qui a été entrepris par la suite.
puisque la résolution 1973, il s'agissait exclusivement de protéger les civils de tous bords en instituant une zone d'exclusion aérienne. Alors pour ceux qui ne savent pas, même si ça parle de soi-même, hein, la no-fly zone, la zone d'exclusion aérienne, ça veut dire tout simplement que des pays décrètent cette zone, et ensuite qu'ils sont les seuls à pouvoir décider si les avions, les hélicoptères, etc. ont le droit de décoller ou non. Il faut leur demander l'autorisation avant de décoller. Voilà, donc a priori, ça ne concerne absolument pas ce qui se passe actuellement, puisque ça ne recouvre pas du tout des bombardements. Encore moins des invasions, puisqu'il n'y a toujours pas eu d'invasion au sol, mais c'est vrai que les bombardements ne sont pas dans la résolution 1973. Donc je cite l'article du réseau Voltaire. À la place, l'OTAN a détruit l'essentiel des capacités militaires de la Libye et des infrastructures non pétrolières. Alors bon, évidemment, hein, non pétrolières, parce que c'est vrai que dans tous ces conflits, c'est très rare qu'on détruise tout ce qui a trait au pétrole. Hein. En général, toutes les infrastructures pétrolières sont toujours intactes parce que ça facilite quand même l'exploitation du pétrole une fois que le conflit est à peu près maîtrisé et que l'invasion a commencé. Je continue la lecture. Donc, la politique de l'OTAN, a mené une politique d'assassinat ciblée contre les familles des dirigeants libyens et a lancé une traque contre la personne de Muammar Kadhafi. Pourtant, tout objectif de type changement de régime est interdit dans la résolution de l'ONU. Preuve qu'on s'appuie sur l'ONU pour se donner une légitimité, mais ensuite l'OTAN fait ce qu'il veut au mépris de ces mêmes résolutions. Je pense que c'est important de voir ça. C'est-à-dire qu'on nous serine toute la journée dans les médias qu'effectivement l'ONU est d'accord, on a demandé l'autorisation à l'ONU, donc ça donne une légitimité. Mais une fois qu'on a bien communiqué sur cette autorisation, finalement, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire les gens en fait ne se penchent, la masse de la population, puisque c'est d'eux dont on veut l'autorisation quelque part, ils ne se penchent pas sur les détails. Donc on leur dit l'ONU était d'accord, ils pensent que l'ONU est toujours d'accord. Il n'y a que quelques personnes qui se spécialisent pour aller vérifier. Donc effectivement, l'OTAN fait un petit peu ce qu'il veut maintenant, et y compris la traque de Muammar Kadhafi. Il faut savoir que Muammar Kadhafi, par exemple, toute sa famille est en train d'être exterminée. Notamment ses petits-enfants, qui étaient sans doute des combattants très très dangereux, puisqu'ils avaient 2 ans et 6 mois. Voilà. Donc 3 enfants qui ont été éliminés parce qu'ils devaient constituer une très dangereuse armée pour l'avenir du pays. Je continue la lecture. Donc presque toutes les actions entreprises par l'OTAN en Libye sont des crimes en droit international, y compris le bombardement des sites de l'armée libyenne qui ressortent d'une guerre de conquête et contrevient à la résolution 1973, ainsi que l'ont observé de nombreux responsables politiques dans le monde, à commencer par Vladimir Poutine et Hugo Chavez. Donc en France, les députés ont voté, je ne sais pas si vous le savez, le 12 juillet pour cette guerre, parce qu'en fait, normalement, pour que la France entre en guerre et envoie son armée, il faut que le Parlement ait donné son accord. Là, il se trouve que c'est Bernard-Henri Lévy qui a donné son accord, et c'est tout. Et donc la France était en guerre de façon assez illégitime et illégale surtout. Donc le 12 juillet, les députés ont quand même voté, et effectivement, ils ont tous voté l'accord à cette guerre qui ne dit pas son nom, à l'exception de quelques députés communistes et socialistes. Quelques-uns, chez les socialistes, très peu. L'article du réseau Voltaire, donc je ne cite pas tout l'article, parce qu'il est assez long, mais l'article conclut en disant que les orateurs donc, de la majorité présidentielle ont commis des imprudences qui pourront être lourdes de conséquences devant la Cour pénale internationale en laissant transparaître le mobile véritable de leur enthousiasme, c'est-à-dire en fait d'aller faire la guerre. Donc moi il me semble en fait que... Alors l'article du réseau Voltaire est très bien, il me semble juste que la conclusion est un peu naïve, puisqu'il parle de la Cour pénale internationale qui pourrait juger des députés français. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais vu la Cour pénale internationale juger des vainqueurs. Hein. Je l'ai vu juger des vaincus, je l'ai vu juger des dirigeants de pays africains, de dictatures africaines, mais je les ai jamais vus juger ou même tenter de juger Bush, par exemple, pour l'Irak, ou je ne sais quel autre, représentant, par exemple, d'Israël, qui ont quand même commis des crimes dans la bande de Gaza. Tout ça, effectivement, la Cour pénale internationale ne s'en mêle jamais et n'essaie jamais de les condamner. Hein. Donc, mis à part cette conclusion, voilà. Je pense que l'article est quand même très bon. Et une petite conclusion donc sur l'Union européenne, puisqu'on nous serine toute la journée que l'Europe c'est la paix. Un petit rappel, donc, il y a eu le Kosovo, on a l'Afghanistan, on a l'Irak, on a la Libye.
Les pays de l'Europe sont partie prenante dans chacun de ces conflits. On aura peut-être l'Iran un jour. Et donc, on pourrait dire que ce n'est pas l'Union européenne, mais l'OTAN qui fait ça. Sauf que, pour ceux qui ne savent pas, dans le nouveau traité de Lisbonne, l'OTAN apparaît de nombreuses fois nominalement à l'intérieur du traité. Et qu'en fait, pour entrer dans l'Union européenne, maintenant, on doit aussi entrer dans l'OTAN. Donc en fait, il n'y a pas de différence entre l'OTAN et l'Union européenne. Donc voilà, je laisse la parole à Anne Fortas si tu souhaites réagir à toutes ces informations. Oui, déjà merci pour la multitude d'informations à donner, la précision de celle-ci. Concernant la Libye, alors effectivement, ce qu'on peut commenter, tu as totalement raison de réinscrire cette guerre de Libye dans le cadre des guerres menées au Proche, au Moyen-Orient, par des forces, on va dire, occidentales, à l'impulsion et à l'instigation de l'OTAN, organisation qui ne devrait plus avoir de légitimité puisqu'elle était censée lutter, fomenter du moins une résistance, une coalition contre les pays relevant du pacte de Varsovie et s'inscrivant dans le pacte de Varsovie à l'époque soviétique. Mais depuis la chute de l'Union soviétique, depuis déjà 20 ans, même plus, et depuis évidemment l'aspect caduc de ce traité de Varsovie, il devient évident que l'OTAN, une organisation uniquement sous commandement américain, et que la réintégration par la France il y a 3 ans maintenant, entre 2 et 3 ans, à l'instigation du président Sarkozy, la réintégration dans l'OTAN s'est faite évidemment, comme souvent, à travers une manipulation historique, on peut dire, ou l'appel du moins à l'histoire, mais une vision bel et bien interprétée de l'histoire. Et sur un point particulier, c'est de faire parler les morts, puisque Sarkozy, qui aime bien, comme beaucoup de gens, se réclamer de De Gaulle, avait dit que De Gaulle lui-même, qui était sorti donc de l'OTAN en 67, qu'il aurait lui-même, s'il était toujours en vie et toujours au pouvoir, aurait réintégré cette formation, ce qui est évidemment faire parler les morts. Du moins, moi, je n'en suis pas capable, je ne sais pas si certains le sont, peut-être lors de séances de spiritisme. En tout cas, tu as totalement raison aussi d'évoquer la question de la démocratie, puisque c'est évidemment, bien évidemment, au nom de la démocratie que l'on fait la guerre, en prétendant imposer la démocratie à certaines personnes, et en manipulant non seulement ce concept de démocratie, mais celui de droit de l'homme, qui est évidemment relativement vide de sens. Alors évidemment, on peut faire une critique de fond des droits de l'homme, historiquement, de savoir qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce qu'un homme, à partir de quand a-t-il des droits. Bon, ce sont des questions, on peut aborder des questions philosophiques. Par exemple, Alain de Benoît avait écrit le livre Au-delà des droits de l'homme, il y a quelques années, qui est pas mal. Également, par exemple, Michel Deguy, qui s'est intéressé au droit romain et à l'évolution de la question de la Constitution et la question des droits de l'homme, et de la manipulation qui en a été faite par la suite, à partir de cette généalogie qu'il a faite des droits de l'homme. Voilà, en tout cas, j'ai pas grand-chose à ajouter. Merci de ce topo sur la Libye. On va vous laisser réagir pendant quelques minutes et puis écouter avec plaisir vos opinions. Ouais, donc juste en guise de conclusion sur la Libye, dans l'article du site lepost.fr, il y avait un petit extrait que je vous cite sur d'éventuelles raisons de la guerre. Dans un premier temps, Kadhafi était sur le point de créer un nouveau système bancaire en Afrique, système qui allait pousser dehors le FMI, la Banque mondiale et autres business associés des banksters en Afrique. Terminer le système de prêt prédateur occidental utilisé pour freiner et endommager les économies africaines. Au lieu de cela, il y aurait eu une banque d'investissement africaine pesant 42 milliards de dollars et qui aurait été responsable des prêts majeurs à des taux d'intérêt pouvant même être de zéro. Donc ça nous fera peut-être un lien avec la loi de 73 dont on parlera tout à l'heure. Peut-être que tout ça n'est pas étranger à la nécessaire mise à mort de Kadhafi. Donc je vais réouvrir les micros, donc vous n'hésitez pas à prendre la parole. Si vous voulez le faire par écrit, vous n'hésitez pas aussi. Sinon, n'hésitez pas, prenez le micro. On laisse l'antenne ouverte, je pense, 10 minutes à peu près, sauf s'il n'y a aucune intervention. Et ensuite, on continuera. On va parler un petit peu d'Europe, de Bruxelles, un peu de la Grèce, et puis on finira par quelques informations très courtes, mais diverses. Voilà, j'ouvre les micros. Pour ajouter un dernier mot, effectivement, quand on ne fait plus partie, et quand on ne respecte pas cette charte des droits de l'homme qui est fixée arbitrairement par des gens évidemment qui ont le pouvoir, des vainqueurs comme tu disais tout à l'heure, à partir de là, eh bien, des gens comme Milosevic ou comme Kadhafi aujourd'hui, en fait, ne font plus partie de l'humanité, donc tout est permis contre eux, notamment la mort, y compris de gens du sang, du même sang que Kadhafi, des gens de sa famille, les petits enfants par exemple, qui étaient particulièrement jeunes.
Donc allez-y, on vous laisse prendre la parole pour un complément d'information, ce que vous voulez. Alors, pour la question, le tueur d'Oslo, on en parlera ou c'est de la petite bière. On va en parler dans la deuxième partie, assez longuement. Donc voilà, ça sera un peu après parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est mon camarade Amfortas qui se chargera de nous faire un petit résumé de la situation. Donc pour les commentaires là-dessus, on garde pour tout à l'heure. Allô? Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir Jean-François, ben, on t'entend très bien, donc Ok. on t'écoute. Oui, on parle beaucoup du gouvernement actuel, etc. Moi, j'aimerais voir plus dans le futur quelles solutions politiques on pourrait envisager pour sortir de cet engluement dans l'OTAN et dans l'impérialisme américain. Alors c'est très bien de poser des questions. Nous, on n'est pas spécialement, nous ne sommes pas des spécialistes géopolitiques ou des experts. Nous n'avons pas les diplômes pour cela, donc nous voulons bien donner notre avis, mais en tout cas, vous pouvez aussi simplement intervenir pour donner votre avis. Alors moi, au plan personnel, ce que je verrais, c'est effectivement une sortie de l'OTAN. Je pense qu'elle est possible et que la France devrait également sortir de l'Union européenne, qui est un cheval de Troie. Je pense qu'on peut des Américains, enfin du moins d'un certain gouvernement américain, d'une certaine oligarchie bancaire, économique, etc. depuis déjà très longtemps et sa fondation. Donc il faut trouver une solution alternative. Alors après il y a tout un débat, hein. Comment sortir, pourquoi, et avec quels autres pays s'allier. Alors effectivement il y a des pays non alignés ou alignés mais alignés contre l'impérialisme américain en particulier, donc comme le Venezuela, l'Iran, la Russie bien sûr, qui sont comment dire des pays, des solutions très intéressantes auxquelles je souscris, même si effectivement ça paraît peut-être un peu farfelu dans un premier temps. Alors bon, moi je vais pas forcément répondre à la question, puisque effectivement Amfortas a résumé un petit peu. C'est vrai que c'est très très compliqué. Par contre, bah, j'invite ceux qui sont présents, s'ils souhaitent répondre. Par exemple, je crois savoir que David, lui, est près d'un mouvement qui propose des solutions, est proche d'un mouvement qui propose des solutions, s'il veut intervenir, ou sinon une autre intervention sur le sujet, ou sur un autre sujet. Je vais peut-être me permettre quand même de répondre à la question. Euh, c'est vrai que bah, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, j'allais dire, du travail de fourmi de masse, quoi. C'est-à-dire essayer d'informer, ce qu'on essaie de faire un petit peu, alors à notre très modeste mesure ce soir, essayer de se renseigner le plus possible, et après essayer de convaincre, parce que je pense que il y a beaucoup d'informations difficiles à digérer, mais qui se digèrent beaucoup mieux si c'est un ami qui nous les apporte. Donc peut-être passer par la conviction des personnes qu'on a autour de soi, qui vont nous écouter plutôt que tout de suite dire ah c'est quoi ces méchants complotistes ou racistes ou je ne sais quoi. De toute façon toutes les insultes sont là pour empêcher de parler. Et ensuite bah, s'intéresser à des mouvements qui veulent regrouper les gens, quoi. Alors effectivement, tout à l'heure je vais citer des articles notamment de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Alors l'UPR ça peut être une solution, il propose de sortir de l'Europe, il propose de sortir de l'OTAN, il propose de revenir sur la loi de 73 dont on parlera tout à l'heure. Après, il y a d'autres. J'utilise aussi la revue de presse, par exemple, d'égalité et réconciliation, qui peut être un mouvement auquel s'intéresser. Il y a plein de mouvements auxquels s'intéresser, hein. Il y a des mouvements à gauche aussi, très à gauche, comme le Parti des travailleurs, qui propose pas mal de choses. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire que toute solution qui passe par la sortie de l'Union européenne est déjà une solution crédible. C'est vrai que tant qu'on reste dans l'Union européenne, étant donné que, ça aussi on en parlera tout à l'heure, mais étant donné que c'est quand même la Commission européenne qui décide, qui décide de toutes les mesures à prendre en France, j'ai tendance à penser que rien ne sera possible, quoi, parce que de toute façon on est obligé de se soumettre à leurs décisions. Donc l'étape numéro un, ce serait sans doute la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà, donc Jean-François, si tu veux reprendre la parole, sinon quelqu'un d'autre. Disons que actuellement le seul parti qui est une audience relativement importante et qui propose ça, c'est le Front National. Donc j'aimerais poser la question, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Front National comme force potentiellement peut-être pas victorieuse, mais disons qu'il y a un poids dans la politique française. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'il y a vraiment
des chances que le Front National pèse à terme? Alors, je veux bien essayer de répondre. Peut-être qu'un auditeur, en priorité, aurait envie de répondre, parce qu'après tout, on n'a pas la science infuse, hein. Euh, En ce qui concerne le Front National, je vous conseillerais le dernier article de François Asselineau, paru sur Facebook, qui parle notamment de la dernière intervention de Jean-Marie Le Pen. Alors la dernière intervention de Jean-Marie Le Pen, si c'est celle de Est-ce que vendredi, tu on en peux faire reparlera. un petit résumé de cette intervention, s'il te plaît? Oui, effectivement, oui. Euh, voilà, mais la situation me paraît grave, non pas par cet accident, d'un individu qui, sous l'effet d'une folie, fidèle passagère, se met à massacrer ses concitoyens. Oui, excuse-moi, je t'ai arrêté, David, puisque c'est un sujet que l'on traitera tout à l'heure. Puisque là, ça n'a pas grand-chose à voir. Et moi, j'ai écouté moi-même ce qu'a raconté le président d'honneur du Front National vendredi dernier. Et on en parlera tout à l'heure, hein. Ça rentrera dans le cadre de la discussion. Vous pourrez intervenir de nouveau, David, si vous le souhaitez, après, hein, lorsqu'on aura présenté le thème donc de l'attentat d'Oslo. On était parti sur la dimension économique et sur la position du Front National par rapport à l'économie et par rapport à l'Union européenne et par rapport à l'euro en particulier, puisque Marine Le Pen souhaite sortir de l'euro. Alors, son père, effectivement, est moins intéressé aux questions économiques, c'est évident. Il avait, je crois, quand même eu une bonne intuition il y a quelques années, malgré qu'il en ait eu sans doute de moins bonnes à mes yeux, notamment qui concernait un partenariat éventuel avec l'Irak et avec Saddam Hussein à l'époque, puisque le principal manque de la France, c'est effectivement l'absence de pétrole, comme dans la plupart des nations européennes. Et l'Irak était en particulier, est toujours aujourd'hui, mais sans doute profitant des intérêts autres que ceux du peuple irakien. Enfin, en tout cas, à l'époque, effectivement, Saddam Hussein régnait on peut dire un régné, puisque c'était un dictateur quand même, sur l'Irak, et Le Pen avait eu la possibilité, effectivement, voyait une complémentarité entre ces deux pays. Après, quand Le Pen a parfois, dans des interviews, mais de faible audience, parlé effectivement de la nécessité de battre monnaie. Bon, ça, là encore, c'est la question économique sur laquelle nous reviendrons. Je présenterai tout à l'heure l'article de Michel Drac dans le magazine Réfléchir et Agir. Michel Drac a préfacé pardon, le livre de Eustace Mullins et la réédition aux éditions comment dire Retour aux sources, où là encore Michel Drac joue un rôle capital dans cette maison d'édition. Et donc Drac, dans un article dans ce magazine Réfléchir et Agir, présenté les éléments, certains des éléments que met en avant Eustace Mullins et certains éléments également que Drac a utilisés dans sa préface. De mon côté, pour répondre aussi à la question sur donc le FN comme seul mouvement capable de prendre le pouvoir, j'avoue, je suis très circonspect. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est un mouvement qui a le mérite de dire certaines choses intéressantes, notamment sur la sortie de l'euro, probablement aussi sur la sortie de l'Europe, puisqu'apparemment ça va faire partie du programme. Mais je suis très circonspect sur leur capacité à prendre le pouvoir parce qu'ils ont une image de diviseur qu'ils entretiennent quand même plus ou moins, y compris avec Marine, hein, quand même sur les musulmans, c'est pas très net comme position. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à sortir de là. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils servent toujours au niveau médiatique à quelque chose, quoi. C'est-à-dire, ils ont servi, quand ils sont montés, ils servaient à Mitterrand et à la gauche à gagner toutes les élections parce qu'on ne pouvait pas faire un report de voix par une alliance avec le FN. Donc la gauche a gagné pendant des années en étant minoritaire. Ensuite, là, visiblement, le but c'était que Strauss-Kahn se retrouve face à Marine. Je pense que c'est assez évident. On faisait monter Marine beaucoup pour ça. Y a des gens comme Alain Soral et François Asselineau d'ailleurs qui l'ont très bien analysé. Et d'ailleurs, c'est prouvé parce que depuis que Strauss-Kahn n'est plus vraiment en course, tout d'un coup on voit quasiment plus Marine Le Pen, tout d'un coup elle se fait agresser comme son père à l'époque. Donc en fait, le FN, on en fait un peu enfin les médias en font un peu ce qu'ils veulent, quoi. J'ai l'impression. Et alors effectivement, moi je jette pas la pierre au FN, mais là encore, c'est vrai qu'il y a la petite phrase qui vient de sortir sur la Norvège, bon, qui fait un petit buzz, mais plutôt négatif. Enfin, en tout cas, une fois de plus, qui pourra jamais faire que 50% des Français adhéreront, quoi. Donc ça me paraît compliqué de compter sur le FN.
Bon, j'en sais rien, hein. Je suis pas un spécialiste du sujet. Oui, je voulais juste dire quelques petits trucs sur l'analyse du FN. Donc il y a quelques petites choses peut-être à repréciser pour y réfléchir et faire avancer le débat. C'est que déjà, donc, le FN est le Front National. Et j'ai réfléchi récemment à ça, c'est qu'en fait, il devrait y avoir en théorie un parti, disons un parti national républicain ou parti national de la République française, un truc comme ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez un parti socialiste qui a une idéologie socialiste qui est totalement obsolète. Vous avez une une union de majorité populaire, qui donc ça ne veut rien dire, hein, c'est quelque chose de totalement creux. Et vous avez un front national qui est un front. Or, un front n'est pas un parti, c'est-à-dire que ce qui se dégage d'un front, c'est quelque chose de l'ordre du combat et donc de l'agressivité. Donc, c'est pas pour dire que le Front National est agressif et est bêtement raciste, etc., anti-immigration. C'est simplement qu'il n'est pas étonnant que le Front National ait été pris pour un parti agressif, hostile, négatif, qui n'a rien à proposer de positif, parce que c'est un front. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être y réfléchir. Un deuxième truc, c'est que le FN est tout de même d'origine poujadiste. Donc on dit souvent qu'effectivement Le Pen est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'économie et pour lequel la dimension économique serait pas très pertinente. Mais donc le mouvement poujadiste qui a eu effectivement relativement belle ampleur donc dans les années 50-60, c'est quand même quelque chose de très intéressant puisque c'est un mouvement d'un député poujade. Ses principes sont assez simples. Le poujadisme, c'est la défense des petits propriétaires, des petits commerçants, des petits artisans, donc libéral, protectionniste. Et donc c'est assez intéressant puisque c'est quand même caractéristique de l'esprit français qui justement est battu en brèche par le mondialisme depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'origine poujadiste, alors à la fois elle a été un petit peu trop délaissée, et en même temps elle reste quelque chose qui pourrait être remis au goût du jour parce que finalement le poujadisme, c'est-à-dire la défense du petit propriétaire, de l'activité créative, artisanale, locale, vraiment productive au niveau économique, mais en même temps protégée par un État et par des frontières, par des douanes, etc. Mais en même temps avec des principes libéraux, c'est-à-dire qui permettent la libre entreprise, la libre activité économique. Et ça serait quelque chose de plutôt équilibré et plutôt sain. Or, c'est quelque chose qui est assez délaissé, selon moi. Et troisième chose que je voulais dire, tout de même... Brièvement, s'il te plaît. Oui, alors je vais essayer d'être court, c'est que quand beaucoup de gens opposent Marine Le Pen à Asselineau, bon, au bout d'un moment, tout de même, il y a quand même des choses qui sont très parallèles, qui sont très semblables dans ce que dit Asselineau et dans ce que dit Marine Le Pen. Et notamment l'évolution récente du lepénisme de Marine Le Pen, donc la doctrine du Front National, se rapproche du nationalisme souverainiste et laïque républicain à la Asselineau quand même. Enfin, il y a quand même une convergence. Donc c'est assez étonnant que Asselineau fonde un parti au moment précisément où le Front National devient quelque chose de très laïque, très souverainiste, plutôt souverainiste que nationaliste, et très républicain. Oui, ouais, on peut dire aussi au moment où ces positions-là l'ont un peu emporté, notamment au moment du référendum sur la Constitution européenne, c'est peut-être justement le bon moment pour créer un autre parti et qui ne sera pas aussi diabolisé que les FN. Enfin bon, en tout cas, nous, on n'est ni pro ni anti-FN ici sur cette antenne, donc voilà, on a entendu ton opinion. Je propose qu'on laisse un peu tomber le FN parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec ce dont on parlait dans le début de la revue de presse. Juste, Cornelius Janssen posait une question, il disait qu'est-ce qui se passe si, événement irréaliste certes, la Banque européenne prête de l'argent à taux zéro. Alors déjà, il faut savoir que la Banque européenne prête à taux zéro, elle prête à taux zéro aux banques privées. Et ensuite, les banques privées prêtent aux États avec intérêt. Donc déjà, c'est assez intéressant de noter ça, c'est-à-dire, voilà, pour les banques, pour le privé, pas de problème,
Le taux zéro, ils y ont droit, hein. C'est juste pour les finances publiques que ça marche plus. Donc je propose de pas trop m'étaler sur ce sujet, puisqu'encore une fois, ça va être en rapport avec la loi de 73, tout ça. Donc, aux États, on va peut-être en parler tout à l'heure. Moi, je pense que tout simplement la banque. En fait, je pense que ta question n'a pas énormément de sens. Parce que la Banque européenne ne prêtera jamais aux États à taux zéro, tout simplement, c'est parce qu'elle n'est pas faite pour ça, quoi. C'est-à-dire que l'Europe, c'est pas fait pour ça. L'Europe, c'est fait pour faire du libéralisme, donc pour aider le privé, et notamment les banques privées. Et donc, il n'y a aucune raison. Alors, si, effectivement, elle prêtait à taux zéro, ce serait peut-être une solution, euh, mais de toute façon, elle ne le fera jamais. Par contre, on verra sans doute tout à l'heure que si les États eux-mêmes se prêtaient à eux-mêmes, par exemple la France avec la Banque de France, à taux zéro, là, ça serait sans doute une solution. Mais la Banque européenne, elle ne le fera jamais, puisqu'il faudrait que tous les États soient d'accord, et tous les États ne seront jamais d'accord, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Je propose qu'on close cette partie d'intervention d'auditeur, puis j'avais dit 10 minutes et on en a fait 20, parce que sinon on va finir à pas d'heure. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors justement, je vais enchaîner sur quelques informations sur l'Europe de Bruxelles. Donc on a appris là par un article de Debout la République, donc le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, que Bruxelles autorisait le retour des farines animales. Donc, bon, voilà, petite information intéressante, alors qu'on a quand même eu des gros problèmes avec ça il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Mais par contre, ils n'autorisent pas ça pour les élevages bovins cette fois-ci. Donc on n'aura a priori pas à nouveau de vaches folles, ils autorisent ça juste pour les porcs et les poissons. Donc amis musulmans, tant mieux pour vous, vous mangez pas de porc. Et pour les poissons, faut reconnaître qu'avec tout ce qu'ils prennent, c'est-à-dire les poissons, ils ont quand même pris cette année la nappe pétrolière de BP dans le golfe du Mexique. Ils sont en train de prendre la radioactivité du Japon. Donc il va pas faire bon manger de poisson dans les années qui viennent, à mon avis. Donc voilà, info intéressante. Je rappelle d'ailleurs que sur la sécurité alimentaire, il faut quand même savoir que l'Union européenne et la Commission de Bruxelles n'en ont strictement rien à faire de la santé des gens, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ça notamment c'est expliqué dans une des conférences de François Asselineau, l'huile venant d'Ukraine, l'huile utilisée dans les denrées alimentaires, hein, pour les produits alimentaires, on a trouvé en fait qu'il y avait environ 10% d'huile de moteur contenue dans cette huile. Il y a la répression des fraudes qui a saisi certains produits et donc a dénoncé tout ça. Et donc effectivement, c'était pas sain, il fallait être interdit. Donc la commission de Bruxelles s'est prononcée et à la surprise de tous, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a autorisé l'huile de moteur dans les produits alimentaires à hauteur de 10%. Voilà, comme ça au moins c'est simple, il n'y a pas besoin de s'embêter. Faut savoir aussi que pour le taux d'uranium, il y avait un taux maximal d'uranium qui était autorisé. Et suite à la catastrophe du Japon, évidemment, les taux ont augmenté vertigineusement. Donc, la Commission européenne a jugé que des taux plus élevés étaient maintenant acceptables. Donc voilà, pour ceux qui penseraient que l'Union européenne protège les citoyens européens, je pense que voilà, il faudra se renseigner un petit peu plus. Alors, je ne vais pas parler de l'affaire norvégienne, mais juste une petite information qui est liée à ça. C'est un article d'Euractiv qui a été cité par Égalité et Réconciliation. Donc, je vous lis l'article, des extraits de l'article. Bruxelles veut en profiter, donc suite à cette affaire, à ce massacre, pour surveiller la radicalisation des discours sur Internet. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais les attentats dont elle a fait l'objet trouvent une résonance à Bruxelles. La surveillance des mouvances et des individus menaçant la sécurité publique nationale incombe bien sûr aux États membres, mais l'Europe peut intervenir en tant que coordinatrice des missions de contrôle. À cette fin, Bruxelles souhaiterait créer un réseau d'échange d'informations afin, je cite donc la Commission, de surveiller la croissance de la radicalisation des discours sur Internet, tel que rappelé par le porte-parole de la Commission. Avant de commettre son acte funeste, l'auteur présumé Anders Behring Breivik avait mis en ligne son manifeste de 1500 pages où il décrivait minutieusement le protocole meurtrier auquel il s'est livré. Donc il faut savoir qu'en fait, ça fait longtemps que la commission de Bruxelles veut museler Internet, hein. Il n'y a pas qu'eux qui veulent, vous inquiétez pas. La liberté d'expression sur Internet est de plus en plus problématique pour tous ces grands démocrates.
Mais effectivement, depuis ces attentats norvégiens, là, ce massacre norvégien, la situation a changé et on a d'ailleurs le Premier ministre espagnol, José Luis Zapatero, qui a déclaré attendre une réponse politique de l'Union européenne après le drame d'Oslo. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on attendrait une réponse politique de l'Union européenne? Bon, bah, c'est un appel du pied pour dire à l'Union européenne, bah, saisissez l'occasion. Hein. Je pense que c'est clair et net. Tout à fait, donc comme annoncé auparavant, nous allons parler, j'espère, de long en large et en travers de cette tragédie norvégienne. Donc merci Anthony pour ces informations au préalable. Donc effectivement, s'est produit le 22 juillet cette tuerie, ce massacre, à la fois dans un premier temps la voiture piégée, puis ensuite euh, par un mitraillement, hein, par l'utilisation d'armes de type mitraillette, fusil, on ne sait pas encore très bien d'ailleurs, et la mort, semble-t-il, d'environ, à l'heure actuelle, entre environ 77 personnes, je crois, aux dernières nouvelles. Alors effectivement, cette information est quand même triste, il faut quand même rendre hommage bien sûr aux victimes. Hein. D'ailleurs, les fameux grands démocrates se sont tous empressés de rendre hommage et de se sentir ou se prétendre à la fois indignés puis en même temps très compréhensifs et très compassionnels par rapport aux familles des victimes, 77 donc environ. Bref, donc évidemment chacun a rivalisé de qualificatifs, par exemple odieux, évidemment, inadmissible, inacceptable, reprend les mots évidemment d'Obama par exemple, qui a envoyé ses condoléances personnelles aux familles des victimes, ou bien Nicolas Sarkozy bien sûr, le Parti socialiste également, bien évidemment, avec notamment par le biais de David Assouline, son porte-parole, qui mis en avant à la fois donc une condamnation bien légitime, bien sûr, de ces actes, et en particulier des idées qui auraient été incarnées par cet homme, présumé coupable de son propre aveu, semble-t-il également, Anders Behring Breivik, dont Anthony a déjà mentionné le nom. Alors évidemment, au Parti socialiste, il y a probablement, du moins que ce drame est à la fois condamné mais également interprété. Hein, on essaie de comprendre les tenants et aboutissants, également d'en faire part dans la dimension de communication, bien sûr. Alors là, les éléments qui ressortent et qui sont pas surprenants, hein, finalement, c'était la mise en avant que les idées xénophobes seraient banalisées dans le discours public, médiatique, et que la montée d'une droite considérée comme radicale et finalement monte et puis suscite une relative indifférence, et que les gens ne s'apercevraient pas des dangers encourus par les montées et les échos de ces discours considérés comme extrémistes et xénophobes, comme je disais, à travers notamment sur le plan français, d'après le Parti socialiste, donc Nicolas Sarkozy et l'UMP, qui banaliserait de par son discours sécuritaire et qui de temps à autre pointe du doigt des communautés, en particulier immigrées ou étrangères plus ou moins à la France, comme les fameux gens du voyage, Romain Michel et autres, qu'il avait avec son compère Brice Hortefeux notamment il y a un an montré du doigt. Donc voilà, David Assouline n'est pas rentré dans le détail, hein, mais c'est évidemment ça à peu près qu'il avait en tête, avec évidemment la récupération, il ne faut pas être naïf, la récupération et la dimension, l'écho politique, la portée politique et les résonances de cette affaire, puisqu'évidemment cette personne, Anders Behring Breivik, qui a écrit donc ce manifeste, ce fameux manifeste de 1500 pages, où il aurait exprimé ses propres idées, ses propres convictions, qu'il aurait porté donc à haïr donc les marxistes, les socialistes, les gauchistes, les musulmans en particulier. Voilà. Donc ce manifeste est la copie conforme, hein, semble-t-il. Hein, je crois qu'il y a plusieurs articles qui se recoupent et qui sont sortis sur le sujet. Ce manifeste, ce livre, serait la copie ou le plagiat d'un ouvrage de Theodor Kaczynski, qui était quelqu'un qui réfléchissait, qui travaillait sur la technologie, sur la montée de la technologie, qui voyait d'un mauvais œil l'avancée de la technologie. Et Kaczynski, c'est quelqu'un qui a envoyé Unabomber, qui a fait en sorte qui s'est rendu coupable de meurtre en désignant des personnes en particulier qu'il estimait être responsables des progrès technologiques qui, à ses yeux, donc étaient criminels. Bon.
Alors il semble qu'un certain nombre d'idées, de passages aient été réécrits ou quasiment copiés par Breivik, qui par ailleurs aurait simplement substitué quelques termes à peu près équivalents, remplacé gauchiste par marxiste par exemple, ce genre de choses. Et évidemment, là je parlais de la résonance politique. Évidemment, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui ressort de cette affaire, puisque donc décrit comme chrétien fondamentaliste, semble-t-il, il possède une chevelure blonde assez longue, et il est dit norvégien de souche, chrétien donc on dit protestant, puisque la réforme, bien sûr, protestante a été et s'est installée en Scandinavie. À qui profite le crime? On répondra à cette question justement. Donc chrétien fondamentaliste, prétendument ouvertement islamophobe, paraît-il. Donc évidemment, on pense, enfin les médias dominants, et notamment le Parti socialiste et autres, et le NPA bien évidemment, désignent en gros ce qu'on appelle le fascisme, ce que eux appellent le fascisme, l'ultra-droite, l'extrême droite. Alors effectivement là, ils ont la langue bien pendue pour employer ces termes souvent très peu définis, évidemment. La distinction gauche-droite, bon, vous le savez, ça date de la Révolution française, de la République, du système républicain, de l'hémicycle. Bon, alors semble-t-il, ce type, donc Anders Breivik, viendrait de cette ultra-droite, ou extrême-droite, ou comme vous voulez. Alors, décrit comme chrétien fondamentaliste, comme écrivait Bruno Gollnisch dans un article paru sur le site du Front National, ce type, donc Breivik, appartient, paraît-il, à une loge franc-maçonne, et donc qui globalement, évidemment, est relativement hostile au christianisme et au pouvoir chrétien, bien que, bon, je sais qu'il peut y avoir ponctuellement des accointances sur le plan des rituels, éventuellement, certains rituels qui se feraient en jurant sur la Bible, etc. Bon, bref. Mais globalement, je crois qu'on peut dire que la franc-maçonnerie est globalement hostile au christianisme. Et bon. Donc, parce que Breivik a fréquenté quelques sites internet, il serait décrit comme chrétien fondamentaliste. Alors là encore, c'est un mot qu'on a employé pour qu'on nous avait sorti à toutes les sauces pour parler des islamistes ou des musulmans, notamment à propos du 11 septembre, d'Al-Qaïda. Ce mot nous est ressorti maintenant pour parler de ce genre d'individu, qui serait donc identitaire, etc., et donc qui serait hostile à la fois la domination marxiste et puis la domination islamophobe. Donc évidemment, je parlais de la condamnation unanime à la gauche, extrême gauche, qui voit donc gauche et extrême gauche la banalisation des idées d'extrême droite et le risque d'une montée du fascisme. Alors évidemment, une catégorie de la population est un peu plus embêtée pour interpréter ce phénomène et pour le juger. C'est évidemment ce qu'on appelle justement la droite ou l'extrême droite. Évidemment, et vendredi, il y a eu le propos de Jean-Marie Le Pen qui avait parlé d'accident. Il a employé le terme d'accident pour parler de ce phénomène, tout en soulignant que ce type, Breivik, s'il était bel et bien l'auteur de cet attentat, était un fou, un déséquilibré, etc. Mais lui-même a dit que c'était une conséquence, qu'il estimait que c'était une conséquence s'inscrivant dans un cadre plus global qui est celui de l'immigration massive, et que nécessairement des gens, par réaction identitaire et violente, se livreront à ce genre d'actes. Bon. Donc, par conséquent, Le Pen a exprimé son idée que ce genre d'acte était appelé à se multiplier et qu'il fallait voir un peu plus loin que le bout de son nez et justement craindre ce genre de choses, mais qui sont nécessaires du fait de l'importation du déplacement et de l'immigration de populations étrangères extra-européennes. En particulier, je crois que dans la ville d'Oslo, il représente 28% de la population. Voilà. Alors, évidemment, naissent, comme souvent, après de tels phénomènes, des réactions, des hypothèses qualifiées de complotistes. Évidemment, c'est là encore l'un des termes consacrés pour parler des gens qui n'acceptent pas les yeux fermés, sans broncher, les théories en vogue dans les médias, qui sont souvent des suppositions bien appuyées et relativement peu argumentées, et qui jouent évidemment sur l'émotion, puisqu'il y a une émotion nécessaire lorsque l'on sait que tant de personnes sont mortes
Alors notamment le site Égalité et Réconciliation a relayé un certain nombre de choses intéressantes, notamment venant de l'américain Tarpsley, qui est quelqu'un qui avait écrit, je crois, notamment sur Bush, sur Obama, quelqu'un qui est très critique vis-à-vis du pouvoir et qui participe à décrypter, voilà, en décrivant en décrivant voilà ce qu'on appelle des opérations sous faux drapeau, false flag operation en américain ou en anglais. Voilà, donc Tarpsley fait partie des gens qui mettent en avant le rôle de la CIA, l'influence de la CIA et de ce qu'on appelle le réseau Gladio, qui est un Gladio qui est l'ablatif de Gladius, qui signifie l'épée en latin. Bref, donc Gladio pardon, qui est un réseau qui a des influences et des branches et des ramifications un peu partout dans le monde, notamment en Europe. Gladio. Et donc l'infiltration, semble-t-il, à travers un programme tout particulier de ce réseau Gladio, qui a eu lieu il y a quelque temps en Norvège, à travers un programme qui consistait dans le recrutement de populations de fonctionnaires de police retraités et donc ça consistait semble-t-il à les engager, évidemment ce qui joue à la fois le rôle d'indicateur et ça crée une relative puissance, ça permettait un échange d'informations, un échange de bons procédés qui constituait une infiltration non négligeable, paraît-il, notamment d'après Tarpsley. Voilà, donc évidemment on est avide souvent de comparaison quand on est à faire un tel événement. La comparaison évidemment qu'on fait le plus souvent, c'est l'événement qui a maintenant presque 10 ans, c'est le 11 septembre 2001, avec les deux tours, notamment le World Trade Center, et puis la tour numéro 7 bien sûr, et puis le Pentagone, etc. Et effectivement, là encore, l'un des points communs, c'est que les médias jouent sur ce caractère émotionnel pour essayer de nous faire avaler des choses qui sont bien souvent des hypothèses et qui masquent un certain nombre d'absences d'informations, de flou qui existent. Et ces flous qui existent, donc je disais que Tarpsley fait partie des personnes qui ont mis en avant ces flous, qui les ont pointés du doigt. Alors si on veut se référer à des sites internet particuliers, égalitéréconciliation.fr fait partie de ces sites-là. Il y a par exemple aussi le site Eurosynergie, très intéressant, site polyglotte, Eurosynergie, notamment où participe Robert Stuckers, venant du Grèce. Donc Eurosynergie a publié notamment par exemple l'intervention de Tarpsley, publié aussi d'informations sur Gladio, publié un certain nombre d'informations concernant l'acte lui-même, ce qui s'est passé, l'analyse des détails à travers les images qui nous parviennent. Donc là, ça nous fait penser bien sûr à l'analyse qui a été faite notamment par Ratier et puis par Thierry Messant, bien sûr, du Pentagone, du fait de savoir si quel débris était présent, le carlingue, est-ce que la pelouse avait été brûlée, etc. Donc ce genre d'informations qui sont simplement l'analyse d'images, l'analyse de documents à travers ce qu'on nous donne comme information, essayer d'étudier la cohérence des informations données. Alors effectivement, il y a cet attentat donc à la bombe, c'est un secteur particulièrement sensible puisque c'est situé devant des institutions, devant les bâtiments institutionnels. Donc cette rue, semble-t-il, je parlais des sites et des mouvements qui mettent en avant des scepticismes, des éléments qui pointent du doigt des éléments de flou. Alors il y a par exemple Synthèse Nationale qui a fait mon travail, il faut quand même le reconnaître, même si on peut ne pas être d'accord bien sûr avec le contenu de leurs propos en général. Et ces gens-là, donc de Synthèse Nationale, du site internet Synthèse Nationale, ont mis en avant pas mal de choses. Évidemment, ils émettent la théorie de la fausse bannière. Ces gens-là, donc Synthèse Nationale, mettent en évidence le fait que les attentats d'extrême gauche en général sont en général occultés. Par exemple, l'attentat qu'avait commis Richard Durn, qui lors du conseil national un des conseils municipaux de Nanterre avait abattu 5 personnes avec un fusil et qui était un ancien militant lui-même d'extrême gauche. Bon. Alors, donc les interrogations, il y a par exemple évidemment donc cette voiture piégée, je disais, voiture piégée qui contenait semble-t-il 500 kg d'explosifs d'après les informations qu'on nous donne. Et on soupçonne, paraît-il, que Breivik aurait détenu 6 tonnes d'engrais, qu'il aurait transformé lui-même en explosifs. Alors déjà, il lui fallu, du moins s'il a agi seul, il aurait fallu qu'il ait une formation adéquate en sciences,
formation militaire quelque part, hein, une formation dans le maniement d'explosifs, dans la transformation des matériaux en explosifs, ce qui paraît-il n'est pas le cas, du moins on n'a pas d'informations là-dessus. Une des questions effectivement c'est de savoir comment est-ce que cette voiture a pu accéder à cet endroit, hein, devant les institutions, dans une rue qui était normalement interdite à la circulation, bien qu'il n'y ait pas de policiers aux alentours présents, ce qui était encore extrêmement curieux, et car l'unité antiterroriste norvégienne, paraît-il, faisait une opération une répétition en parallèle ou quasiment dans le même temps. Ce qui fait qu'ils étaient occupés eux-mêmes des activités qui pouvaient pas désamorcer ou empêcher le pire lors d'un éventuel attentat terroriste dans cette zone, particulièrement sensible pourtant. Donc une autre question, c'est comment est-ce que Breivik tout seul a pu mettre 500 kg d'explosifs dans la voiture? Comment est-ce qu'il a pu lui-même déclencher ça ou faire déclencher ça à distance et sans se tromper? On sait que ça c'est déjà arrivé que des terroristes un petit peu amateurs, hein, si on veut, avaient finalement sauté avec leur propre voiture parce qu'ils avaient mal maîtrisé le processus de déclenchement des bombes. Voilà, alors cette voiture évidemment calcinée par le fait qu'elle a explosé et qu'elle ait contenu une très grande quantité d'explosifs. Cette voiture, d'après les photos, n'a pas de roues, enfin de pneus brûlés, ce qui est particulièrement curieux. Bon. Ça fait une des incohérences de plus. Voilà, pourquoi Anders Breivik qui lui-même a utilisé donc une arme à feu, hein, un fusil, où il a lâché, je crois, environ 300 cartouches, entre 200 et 300 cartouches, qui sont tombées sur le sol. Comment a-t-il pu atteindre tant de personnes tout seul, alors que les personnes autour de lui s'enfuyaient, bien sûr? Comment a-t-il pu ensuite, après de tels actes, se rendre sans résistance, hein? C'est souvent le cas quand même, notamment lors de la tuerie de Columbine, aux États-Unis, il y a une dizaine d'années à peu près, qui avait donné lieu ensuite au documentaire de Michael Moore. Comment se fait-il qu'il ait rendu les armes et qu'il se soit rendu alors qu'en général les personnes se suicident, hein. Ça a été le cas aussi pour la tuerie de Winnenden il y a environ 3 ans, hein, près de Stuttgart en Allemagne, où la personne se suicide en prenant conscience de la gravité de son acte. Bon, également la question du dévoilement des victimes et du nom des victimes a posé problème, puisque c'est seulement au compte-gouttes qu'on a donné l'identité des victimes, que ce soit qu'il s'agisse de personnes grièvement blessées ou qu'il s'agisse de personnes décédées. Voilà, donc comment s'est-il procuré ce fusil de chasse, ou ce fusil d'arme, ce fusil militaire, hein, cette mitraillette? Comment a-t-il pu accéder à ça? Il faut bien une complicité quelque part dans le domaine au cadre de l'armée, quelqu'un qui soit de mèche avec lui. On nous a également donné une photo comment s'appelle-t-il, de cet individu, donc le meurtrier supposé Breivik, une photo prise, semble-t-il, d'un hélicoptère, alors qu'on nous disait par ailleurs que les hélicoptères n'étaient pas disponibles, et qu'ils étaient, paraît-il, ceux de l'entité antiterroriste norvégienne étaient occupés à faire un exercice en parallèle, un exercice d'antiterrorisme justement, bien sûr. Voilà, donc ça fait partie des interrogations, je crois avoir résumé la plupart d'entre elles, des interrogations. La question évidemment c'est aussi une dernière interrogation majeure, zone d'ombre concernant cet attentat, c'est l'argent bien sûr. D'où a-t-il pu trouver cet argent, sachant que lui-même avait des grandes difficultés financières, semble-t-il. Il était au chômage et n'avait pas d'argent en compte. Bon. Voilà. Écoute, en tout cas, merci pour ce résumé extrêmement complet. Donc, moi, j'avoue, je sais pas trop ce que je dois en penser pour l'instant. C'est vrai que c'est très récent. C'est très difficile de se faire une idée exacte de ce qui a pu se passer. Moi, j'encouragerais surtout les gens, au-delà de se renseigner évidemment, pour essayer d'élaborer le scénario de ce qui a vraiment pu se passer à cette occasion. J'encouragerais surtout les gens à observer ce qui va se passer en conséquence de cet événement. Parce que c'est vrai que le 11 septembre, c'est très intéressant d'essayer de savoir qui a fait quoi exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quoi ça a mené. C'est-à-dire 3 semaines après, il y avait le Patriot Act aux États-Unis qui était voté et qui a plus ou moins suspendu la Constitution américaine et la Bill of Rights, les 10 premiers amendements. Il y a eu évidemment les guerres qui ont suivi, la guerre en Afghanistan et même la guerre en Irak, etc. Donc c'est vrai que
Là, je pense pas qu'il y aura des conséquences aussi fortes internationalement, évidemment, mais il y aura probablement des choses. J'ai parlé du muselage d'Internet, peut-être, de la nécessité de ne plus laisser s'exprimer pas mal de gens à travers ce média. Donc voilà, je pense que ce sera assez intéressant. Donc je vais peut-être enchaîner sur la Grèce, sauf si certains souhaitent intervenir sur le sujet. Avant que certains interviennent éventuellement sur ce sujet, notamment de la tuerie norvégienne, il y a encore deux ou trois petites choses qui sont plus que des détails. C'est le fait que donc Breivik, qui se disait très islamophobe, a tué uniquement des Norvégiens de souche. Alors je sais que l'islam est une religion et non pas. Enfin bon, il y a quand même une dimension ethno-raciale qui est bien compréhensible au regard de l'histoire, puisque la plupart des peuples musulmans enfin la plupart des pays où règne l'islam sont des pays arabes, hein, pour la plupart d'entre eux, notamment en Suède, Norvège. Les gouvernements successifs avaient essayé de planifier une immigration venant du Moyen-Orient, en particulier chrétienne, mais il s'avère toutefois qu'il y a beaucoup de musulmans et que ces musulmans en général ne sont pas des Norvégiens de souche. Alors parmi les victimes, pas d'islamistes ou pas du musulman, comme vous voudrez. Voilà, je crois avoir à peu près dit l'essentiel. Et voilà, on nous a dit par ailleurs que chez Breivik, il y avait, après une perquisition, qu'il y avait beaucoup d'explosifs, etc. Bon, alors qu'on ne nous a pas du tout renseigné sur le détail de ces explosifs. Voilà, c'était les dernières précisions que je voulais apporter. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, de questions, si on peut aussi, quelqu'un parle d'Israël. Alors, effectivement, la Norvège est un pays dont la population est relativement sensible au sort des Palestiniens. Il paraît-il 40%, d'après un sondage, alors je ne sais pas quelle est la pertinence de ce sondage, 40% des Norvégiens étaient prêts à faire une journée de grève en solidarité avec le peuple de Gaza, le peuple gazaoui, après l'intervention de plomb durci, il y a à peu près 4 ans, il me semble, hein. Ouais, 3 ans, pardon. Donc voilà, donc ça peut être une dimension qui entre en ligne de compte, hein, la proximité de Breivik. Breivik, on sait qu'il est, semble-t-il, franc-maçon, hein, cette information a été confirmée par son grand maître. Lui-même, dans son manifeste, a publié des photos de lui avec des habits maçonniques, templiers, etc., des médailles maçonniques, tout ce qu'on voudra. Donc bon, pas très chrétien tout ça, semble-t-il. Et puis voilà, donc ces liens avec éventuellement une certaine extrême droite pro-israélienne est également mis en avant, mais là j'ai moins d'informations. Là encore, c'est la vérité nous le dira, hein. Qu'est-ce qui va suivre, voilà. Alors on accueille notre camarade Simon qui arrive avec 1h20 de retard. Bravo Simon. Et bienvenue à toi. Et j'ai ouvert les micros, donc si certains souhaitent intervenir sur ce sujet ou bien sur ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire l'Europe, vous pouvez, sinon on enchaîne, histoire de ne pas faire durer trop longtemps quand même, quoi. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des conséquences sur les relations Norvège-Israël et notamment le retrait de la Norvège de la force militaire en Libye? Là j'aurais beaucoup de mal à répondre, hein. Je crois que Netanyahou lui-même a eu énormément de problèmes, notamment hier, il y a eu une grande manifestation contre sa politique, contre la faiblesse, enfin pointant du doigt la faiblesse de ses résultats sociaux. Alors effectivement, sur la nature des victimes, il y a également des spéculations, hein. Ce seraient des gens du Parti travailliste, des gens pro-palestiniens, voilà. Et donc là, je n'ai pas d'informations là-dessus, je peux pas répondre. Un des Peut-être gouverneurs. une seule petite information que j'ai vu passer sur ce sujet-là, c'est l'ambassadeur norvégien en Israël qui a été interrogé par un journaliste israélien sur est-ce qu'il y avait des points communs, disons, entre les attentats qui peuvent avoir lieu en Israël par les Palestiniens et les attentats en Norvège. Et il a expliqué qu'en fait, la position de la Norvège vis-à-vis d'Israël ne changerait pas, parce que pour la Norvège, les attentats en Israël sont liés tout simplement aux conditions de vie dans Gaza, et donc à l'attitude des Israéliens vis-à-vis des Palestiniens, et que pour faire cesser ces attentats, il y avait juste à ce qu'il y ait une création d'État, etc., etc. Donc ils tiennent bon sur leur position très sceptique vis-à-vis d'Israël. Mais sinon, j'ai pas vu passer d'autres informations précises concernant les deux. Pour parler des gouvernants
norvégien, un petit mot, mais là c'est pas dans le cadre des relations israélo-norvégiennes. C'est quand même une des questions, une intervention assez curieuse d'un des dirigeants, je crois que c'était le Premier ministre norvégien, mais alors je suis pas totalement sûr, à moins que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui avait dit, qui avait condamné bien sûr cet attentat, et qui avait dit nous chercherons à savoir qui est derrière tout cela. Enfin, lui-même condamnait cet acte et appelait à pourchasser ce qui se trouve derrière. Donc lui-même reconnaissait déjà affirmait déjà qu'il n'agissait pas seul, hein, qu'il ne pouvait pas avoir agi seul. Je crois que c'est ce qui ressort d'un certain nombre de scepticisme ou d'incohérences pointées du doigt que j'ai relayé tout à l'heure. Voilà, donc je crois qu'on peut clore peut-être sur le sujet norvégien. On pourrait passer notamment à la question de la loi de la loi de 73 dans une certaine mesure, et puis à l'article de Michel Drac concernant la Federal Reserve. Ouais, non, je veux quand même parler de la Grèce d'abord, parce qu'en plus ça va faire le lien. Donc j'enchaîne, hein, on va finir avec ça. Puisqu'il y a un article intéressant, en fait, à nouveau sur le site de l'Union populaire républicaine, l'UPR, dont le titre est « Le pavé dans la mare des 5 sages du gouvernement allemand, il faut un défaut de paiement partiel de la Grèce ». Donc je vais citer quelques extraits de l'article, hein, pareil, vous pourrez le lire, il est assez long. Donc ils assurent qu'une décote d'environ 50% sur les obligations existantes serait souhaitable, l'endettement de la Grèce baisserait ainsi de 160% du PIB à 106%. C'est donc bel et bien le gouvernement allemand qui souhaite le défaut de paiement partiel de la Grèce, notamment afin d'alléger le fardeau pour l'Allemagne et pour mouiller les banques et le secteur privé dans le sauvetage de la dette grecque. Seulement voilà, remarque l'UPR, comme d'habitude en Europe, tous les États ont des avis contraires car ils n'ont pas les mêmes intérêts nationaux. La France refuse cette solution de défaut de paiement partiel proposée par les Allemands, car certaines banques françaises seraient particulièrement exposées, et plus que les banques allemandes. Donc, bon, effectivement, c'est un peu... Bon, on n'est pas trop engagé, donc on n'a pas trop envie de payer, donc c'est aux banques de payer. Moi, je suis assez pour, hein, mais c'est vrai que c'est plus difficile pour les banques françaises dans ce cas-là que pour les banques allemandes. Et donc la France, elle propose une autre idée, c'est de créer une taxe bancaire spéciale, ce qui aurait le mérite de mutualiser les pertes sur toutes les banques d'Europe. Donc à nouveau, ce serait une attaque sur les banques, quelque part, qui auraient un peu à payer eux-mêmes. Mais voilà, les banques, elles, donc françaises, allemandes, etc., elles ne veulent pas du tout de ce genre de taxe, car elles estiment que c'est aux citoyens européens de payer. Voilà, c'est ce qu'a lancé le président de la Fédération allemande des banques privées, Michael Kemmer. Si les responsables, je cite donc, si les responsables politiques réfléchissent à un impôt exceptionnel, alors il devrait s'appliquer à tous les citoyens de la zone euro. Donc c'est intéressant, effectivement, de voir que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on privatise les bénéfices et on nationalise les dettes. Enfin, en tout cas, on demande aux citoyens de payer l'addition, mais par contre, dès qu'il y a des bénéfices, là, c'est pour le secteur privé. Donc les banques, elles ne veulent pas payer, ça ne nous étonnera pas. Donc l'article continue, et pour dire quand même qu'il y a des leçons à tirer, puisqu'ils demandent, ces sages allemands demandent un défaut de paiement, en tout cas un défaut de paiement partiel. Donc c'est assez intéressant, puisque on peut utiliser cet argument, notamment quand on dit la France devrait sortir de l'euro. Souvent on dit ah mais la France ne pourra pas payer sa dette, du coup elle va être obligée de faire un défaut de paiement, c'est catastrophique, c'est horrible, etc. C'est un argument intéressant, comme le note l'UPR, de pouvoir dire, bah non, regardez, le Conseil économique allemand a dit, bah, un défaut de paiement, c'est pas catastrophique. C'est une solution comme une autre. Donc ça vaut le coup d'en parler. Effectivement, un État souverain peut demander au secteur bancaire de faire des sacrifices. C'est-à-dire, pourquoi demander toujours aux citoyens de faire des sacrifices? Un petit peu que le secteur privé fasse des sacrifices, c'est pas nécessairement quelque chose d'horrible et d'inenvisageable. D'autant que les banques, comme vous le savez, ont toutes des crédits default swaps, c'est-à-dire des assurances en fait. C'est-à-dire si on ne les rembourse pas, ils ont déjà assuré les crédits, ce qui fait que d'autres les rembourseront. Alors effectivement, comme ils ont fait un peu n'importe quoi, ça peut provoquer un effet domino, donc ça peut provoquer des grosses crises, hein, ça c'est sûr, ça c'est clair et net, mais bon. Deux infos, donc toujours liées à la Grèce, que j'ai prises sur le blog de Pierre Jovanovic. La première, c'est cité par Ambrose Evans Pritchard, alors c'est en anglais,
Mais en gros, ça dit que la Finlande a exigé, lors du dernier renflouement de la Grèce, a exigé que la Grèce mette en garantie le Parthénon, l'Acropole et toutes ces îles. Voilà. Donc en gros, s'ils ne peuvent pas rembourser, l'Acropole, le Parthénon et les îles, ça appartiendra aux banques privées. C'est plutôt pas mal. Hein. En termes de pillage, c'est plus efficace que d'envahir un pays, je trouve. Voilà. Et donc, juste un tout petit résumé de l'affaire grecque depuis un an. Donc, on a eu première faillite en mai 2010, un prêt de 110 milliards d'euros au taux d'environ 5% remboursable sur 3 ans. Deuxième faillite en mars 2011, un prêt de 110 milliards d'euros au taux d'environ 4% remboursable sur 7 ans et demi. Faillite numéro 3 en mai 2011, donc là ça se rapproche, hein, les faillites, c'est juste 2 mois après la numéro 2. Donc faillite numéro 3, près de 110 milliards d'euros avec 101 milliards d'euros d'intérêts payables sur 30 ans, si la croissance est supérieure à 2,5% par an. Personnellement, vu leur situation, je ne vois pas comment ils pourraient obtenir une croissance de 2,5% par an. Et la quatrième faillite en juillet 2011, donc maintenant c'est tous les 2 mois qui sont en faillite, près de 150 milliards d'euros sur 15 ans avec un taux d'intérêt de 3,5 à 4% environ. Donc la Grèce est un puits sans fond et de toute façon ils ne pourront pas s'en sortir, c'est clair et net, sans sortir de l'Europe et reprendre leur souveraineté monétaire. Donc voilà, je passe sur, parce qu'on est déjà assez tard dans la soirée, je passe sur le plafond de la dette américaine. Vous avez vu aujourd'hui, ils avaient trouvé un accord et puis finalement cet accord a été rejeté par le Sénat. Alors l'accord quand même était assez intéressant puisqu'il prévoyait une réduction des dépenses de 1000 milliards sur 10 ans. Alors ça veut dire des dépenses d'État. Alors ça veut dire quoi la réduction des dépenses? Ça veut dire supprimer les fonctionnaires, supprimer la police pour la confier aux polices privées, pas supprimer l'armée, parce que ça c'est marrant, dans toutes les coupes budgétaires c'est très rare que les républicains exigent qu'on supprime des crédits à l'armée. Donc voilà. Autre information, oui, là c'est dans du divers, mais j'ai vu André Berkoff chez Ménard là récemment. Et c'est assez intéressant à la fin, puisqu'il défend Sarkozy là en ce moment, et Ménard lui a demandé est-ce qu'il allait voter pour Sarkozy en 2012. Et il a répondu il y a 2 personnes pour qui je pourrais voter en 2012, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Donc voilà, c'est bien. Pour ceux qui pensaient encore qu'il y avait une différence entre Nicolas Sarkozy, entre la gauche et la droite, là au moins c'est clair. C'est clair et net, c'est la même chose. Et voilà, alors il y avait un article intéressant de l'UPR qui commentait la dernière vidéo de Martine Aubry du 14 juillet. Alors je peux pas m'empêcher quand même de le faire rapidement. Il prenait des extraits en fait de Martine Aubry et montrait à quel point c'est un discours hypocrite, de mauvaise foi. Donc Martine Aubry qui disait « Une société où les privilèges de la naissance ne font pas le destin d'une vie ». Voilà son projet. Ce qui est assez culotté étant donné qu'elle-même est la fille de Jacques Delors qui a quand même beaucoup contribué à sa carrière au Parti Socialiste. Et que Jacques Delors a lui-même commencé à mettre en scène la petite fille qui s'appelle Clémentine Aubry et qu'il a propulsée sur la scène médiatique le 7 mai 2010 dans le journal La Croix. Donc voilà, déjà les Aubry Delors, on va en prendre pour 3 générations. On pourrait citer aussi Thomas Hollande, le fils de Ségolène Royal et François Hollande, qui lui aussi commence à se lancer en politique. Martine Aubry a aussi parlé d'une société où quelques-uns ne décident pas pour tous. Alors voilà, là c'est pareil, c'est à crever de rire. Quand on voit que la Commission européenne non élue décide absolument de tout dans les pays européens, que Mario Draghi vient d'être nommé comme le futur président de la Banque Centrale Européenne, juste parce que Goldman Sachs a exigé, il a été élu par personne non plus. Donc en fait, il n'y a que des gens en Europe qui sont une poignée et qui décident pour tous. Donc c'est assez intéressant qu'elle dise ça, c'est-à-dire encore une fois, c'est du mensonge. Et elle a fini en rendant hommage à nos soldats engagés dans le monde et qui défendent avec courage les valeurs de la France. Ce qui est assez marrant, puisqu'apparemment les valeurs de la France seraient donc le massacre, les bombardements de civils, puisque c'est quand même ça que fait l'armée française actuellement, notamment en Libye. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous conseille de lire cet article sur le site de l'Union Populaire Républicaine, c'est très intéressant, mais je ne veux pas faire trop long. Et je pense qu'on peut passer à... Alors on peut peut-être relaisser quelques interventions, mais on ne dépasse vraiment pas les 10 minutes cette fois-ci. Et on conclura la soirée donc avec l'article de fond d'Anne Fortas sur la loi de 1973, qui est sans doute très lié aux solutions pour la Grèce notamment, et pour bientôt le Portugal, l'Espagne et peut-être la France. Voilà.
Oui, alors sur la loi de 73, pas exactement, mais sur le principe en tout cas de privatisation de la Banque nationale, chargée d'émettre de la monnaie, oui. Bien que ce soit pas mes compétences exactement, hein, dans le domaine économique, je ne suis pas un spécialiste, mais en fait, je voulais effectivement relayer cet intéressant article de Michel Drac, que vous connaissez probablement, vous qui êtes ici, donc quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages d'économie, qui est lui-même contrôleur de gestion, qui a participé au mouvement Égalité et Réconciliation, qui était dans le bureau national, qui a écrit par exemple Crise ou coup d'État, qui a écrit Crise économique ou crise de sens, donc ce sont les ouvrages les plus centrés sur l'économie, et par ailleurs Choc et Simulacre, par exemple, G5G, Eurocalypse, un roman, enfin bref. Donc là, dans ce magazine de l'été 2011, de l'édition de l'été 2011 de Réfléchir et Agir, ce magazine intéressant, eh bien, il a écrit un article pour résumer sa position et pour résumer sa position sur la Banque centrale américaine, enfin sur la Federal Reserve, la Réserve fédérale américaine, et donc point de vue qu'il avait déjà exprimé dans la préface à la réédition du livre de Eustace Mullins qui s'appelle Les secrets de la Réserve fédérale américaine. Et donc il a préfacé ce livre aux éditions Retour aux sources, dont il est lui-même un des tenants et des patrons. Donc pour résumer, effectivement, rapidement, ce principe de privatisation d'une banque nationale qui fait directement écho avec la privatisation de la banque française en 1973, eh bien aux États-Unis ça s'est passé beaucoup plus tôt, ça s'est passé 60 ans avant, donc en 1913. Alors d'abord l'auteur de cet ouvrage, Eustace Mullins, donc qui a commencé ses recherches en 1949 à la demande d'un de ses maîtres, qui n'était pourtant pas un spécialiste d'économie, qui s'appelait Ezra Pound, qui était un poète avant tout, qui est né aux États-Unis, et puis qui a vécu ensuite en deuxième partie de sa vie en Italie, et qui a donné son nom par exemple au mouvement actuel qui s'appelle Casa Pound à Rome et en Italie, un mouvement alternatif, culturel, etc. Donc Ezra Pound avait demandé à quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que lui une très grande enquête sur le principe de la Réserve fédérale américaine, ce que Ezra Pound lui-même avait nommé lorsqu'il en avait parlé pour la première fois à Eustace Mullins, il avait parlé du système entre guillemets de la Réserve fédérale. Et Eustace Mullins était encore jeune à l'époque et n'était pas spécialement passionné par cette question économique, mais a finalement mené une très longue enquête qui a duré plus de 40 ans, qui donc a été consignée et comment dire dans ce livre Les secrets de la Réserve fédérale. Et Mullins dit avoir obéi dans cette enquête, avoir agi à l'instigation de motifs patriotiques. Et effectivement, il va montrer lui-même dans cette enquête que la privatisation de la banque américaine est un complot contre le peuple américain. Et par extension, évidemment, les autres privatisations des banques seront d'autres complots et d'autres manipulations et manigances directement contre le peuple. Et Michel Drac dit en particulier contre les classes moyennes, en les empêchant de constituer un capital et de se constituer comme force autonome, etc. Donc là, le point de vue de Drac et de Mullins sur un certain nombre de points sont totalement convergents. Alors je vais citer, puisque reformuler c'est très bien, mais citer directement Drac ou Mullins c'est peut-être encore plus parlant. Donc en 1913, je disais ce qu'on appelle le complot de l'île Jekyll, puisque dans l'île Jekyll, c'est là que c'est décidé qu'un certain nombre de banques très importantes, la banque Rothschild de Londres et Berlin, il y en a une dizaine, je vais les citer si vous le souhaitez, la banque Lazare Frères de Paris, la banque Israël Moses Sief d'Italie, la banque Warburg d'Hambourg et d'Amsterdam, la banque Lehman Brothers, la fameuse, de New York, la banque Kuhn et Loeb de New York, la Chase Manhattan Bank de New York, la Goldman Sachs, bien entendu, de New York. Voilà, donc c'est 10 banques, au-delà de leurs intérêts théoriquement divergents, puisque ce sont normalement des concurrents sur le marché bancaire, et le marché, la question du prêt, bien sûr. Ces banques se sont réunies, des représentants des banques qui représentaient tout cela à peu près 300 personnes, les 300 personnes étant ces actionnaires principaux des différentes banques que j'ai citées. Donc se sont réunis pour un intérêt convergent. Cet intérêt convergent, c'était la privatisation de cette banque nationale,
idée qui était bien sûr très peu populaire, qui n'était pas très en vogue dans les milieux. Évidemment, les gens étaient plutôt hostiles et ils avaient totalement raison. Hein. L'avenir ce qui s'est passé depuis leur a totalement donné raison. Alors je cite Michel Drac, ou je cite plutôt Eustace Mullins lui-même, qui dit « Ce fut le système de la réserve fédérale. Ce système n'est pas fédéral, ne possède pas la moindre réserve, et n'est pas un système, mais plutôt un syndicat du crime. » Donc voilà, ne serait-ce que dans les mots même de cette réserve fédérale américaine, ce serait déjà plusieurs mensonges qui seraient déjà associés. Voilà. Terminé. Ce que dit ensuite Michel Drac pour poursuivre et pour commenter. Derrière le nom, la chose. Et le nom, ici, n'est pas là pour tromper sur la chose. Personne n'est autorisé à pénétrer dans la réserve fédérale. Aucun citoyen américain, aucun membre du Congrès, pas même la Cour suprême, ni le département de la justice, pas plus que le FBI, la CIA ou le DEA. Il n'y a rien au-dessus de la Fed, la fédérale américaine. Voilà. Donc l'objectif, hein, comme rappelle Drac, d'une banque est bien sûr d'émettre de la monnaie, normalement de la fournir gratuitement à l'État, donc ce papier monnaie, hein, ou la monnaie papier ou fiduciaire, dont il a besoin pour faire fonctionner l'économie. Mais dans le cas après privatisation, comme ce fut le cas en 1913, la Réserve fédérale américaine vend, hein, c'est le mot employé par Drac, vend littéralement le dollar au gouvernement américain sous forme de prêt, dont elle, c'est-à-dire la banque, hein, la Réserve fédérale, ce syndicat du crime, comme dit Mullins, dont elle fixe elle-même le taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la monnaie dette. Voilà. Et effectivement, ensuite, il faut payer cet intérêt de la dette, ou la rémunération de la dette, comme dit ici Drac, c'est peut-être plus précis. Et la rémunération de la dette, c'est effectivement constitué par les impôts des citoyens qui cherchent impôts qui sont destinés à rembourser cette dette de fait, puisqu'il y a un taux d'intérêt. Voilà, en échange du papier et d'encre, tout simplement. De la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, puisque c'est la monnaie faite de papier et d'encre. Voilà, c'est de l'argent créé à partir de rien, dit encore Drac, et sans aucune garantie de sa valeur depuis 1971 et l'abandon de la convertibilité d'or hors dollar. Voilà. Très bien, donc et par ailleurs, comment dire, un des moyens de continuer à dominer les choses pour les banques et qui font partie de cette réserve fédérale américaine et de ce syndicat du crime, comme on disait, un des moyens effectivement de s'assurer de l'enrichissement perpétuel, c'est effectivement de savoir que le dollar est une monnaie d'échange notamment en ce qui concerne le commerce international et en particulier le pétrole. Drac dit donc, cette garantie, donc la garantie de l'enrichissement, c'est le fait que le dollar est la monnaie de la première puissance mondiale, les États-Unis bien sûr, possédant la première armée du monde, et donc la monnaie dans laquelle se fait le commerce du pétrole. Bon. Et donc ainsi les banquiers qui vendent du rien se font payer en bon argent issu de l'économie réelle et qu'ils transforment en biens tangibles partout sur la planète, en tout cas partout quelqu'un a besoin de pétrole, donc de dollars. Commerce se faisant en dollars. Et par ailleurs en 1913, donc date fatidique pour les États-Unis, en 1913 il y a non seulement cette privatisation, mais il y a également une loi qui est totalement parallèle, du moins du point de vue de Drac et de Mullins, parallèle et conséquente de la première, c'est la création de l'IRS, c'est-à-dire le revenu, l'impôt sur le revenu américain. Et les banquiers, donc je cite Drac ici, les banquiers fournirent obligeamment au gouvernement un système permettant d'augmenter ses ressources afin de leur verser leur rente. C'est-à-dire que le gouvernement est obligé désormais enfin, bien sûr, il y a une dimension de complicité, une dimension de corruption, d'accointance avec les milieux financiers et bancaires qui ont constitué ce syndicat du crime. Mais par ailleurs, effectivement, pour ne pas, pour payer bel et bien, pour rémunérer la dette, comme disait Drac, il faut avoir de l'argent. Et cet argent, ça va être l'impôt sur le revenu. Donc, évidemment, qui va payer, qui va trinquer, qui va payer la note, ce sont les producteurs, les productifs, les gens qui travaillent. Donc, l'impôt sur le revenu. Et Drac fait un parallèle intéressant que Mullins ne pouvait pas faire à son époque, puisque le bouquin a déjà quelques années, puisqu'il est paru en 1989, je crois. Dans un premier temps, à la fin des 40 ans d'études qui avaient été demandées par Ezra Pound donc en 49. Alors Drac donc fait un parallèle intéressant. En 2008,
En 2008, après la crise et le renflouement de la finance par les États, de nouvelles taxes sont apparues, dont la fameuse taxe carbone, en fait un concept habilement promu à grand battage autour du réchauffement climatique par des officines écologistes et d'extrême gauche contrôlées en sous-main par les milieux dirigeants de la banque. Voilà. Et par ailleurs, donc, le complot en disait contre les classes moyennes en particulier, et Drake enchaîne en disant qu'il ne s'agit pas d'une cible choisie au hasard, parce qu'il est vital, je le cite, il est vital pour les banques d'empêcher la formation du capital au sein même de ces classes productives. Il s'agit pour les banques de se rendre incontournables à quiconque entend faire du profit ou même tout simplement développer son activité. Donc l'idée d'investissement, bien sûr, de prêter et d'emprunter et de prêter. Voilà. Et donc par ailleurs, la classe moyenne qui en prend plein dans la figure, qui a du mal à s'en sortir, eh bien c'est le milieu bancaire qui lui met des bâtons dans les roues, tout autant sans doute que le milieu gouvernemental, en imposant lui-même et en souhaitant et en l'apport de l'arrivée de populations extra-européennes ou tout simplement extérieures au pays, avec des populations qui en général ont un niveau inculte, je le cite, l'importation de populations incultes, dit-il, et qui la création d'une improductivité, ça a des conséquences sur la criminalité, dit Drake, et donc la sécurité étant aujourd'hui plus ou moins considérée souvent comme une condition de maintien des acquis sociaux. Voilà, et donc le profit de l'hyperclasse, toujours qui se perpétue au cours du temps. Et Drake termine par une citation de l'Apocalypse. Bon, alors je vais la citer moi-même. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Bien sûr, inutile de vous dire que le syndicat du crime dont nous parlions recouvre, correspond à cette figure du diable qu'évoque Drake. Voilà. Merci de votre attention. Alors pour la question de la loi de 73, je crois qu'Anthony peut-être peut développer. C'est totalement, comme vous avez compris, le principe de privatisation de la banque, magistralement exprimé par Drake ou Mullins. Après, on peut réfléchir de la même manière concernant les autres pays, notamment la France, où ça s'est passé beaucoup plus tard, en 73, donc sous le gouvernement Pompidou, non, même sous le gouvernement Giscard, mais bon, dans la continuité du travail de Pompidou, qui lui-même avait un double jeu, qui venait de la banque Rothschild. Alors effectivement, l'association De Gaulle-Rothschild, ça, j'ai pas de réponse. Pierre Hillard lui-même n'a pas de réponse de savoir comment est-ce que ces deux personnes se sont associées, pourquoi elles ont collaboré, au-delà de leur efficacité ponctuelle, mais ce sont deux personnes qui venaient d'un milieu totalement différent, avec des intérêts semble-t-il divergents. Alors bon, malgré tout, peut-être que quelqu'un, notamment Avanoman, a des précisions à apporter sur cette loi 73 dans le contexte français. Merci. J'ai pas énormément de précisions à apporter, effectivement, elle a été votée en 73, vraiment au tout début de l'année. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme le 2 janvier ou le 3 janvier. Donc quand les députés déjà sont pas tous là, quand les gens sont préoccupés par leur dîner ou leur déjeuner de début d'année, c'est-à-dire les gens n'ont pas du tout la tête à la politique, donc c'est souvent dans ces périodes-là que passe ce genre de loi. Je crois que je sais plus quelle est la date exacte pour la construction de la Fed, mais il me semble que c'est pareil, c'était quelque chose du genre pendant Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Voilà, quand tout le monde a la gueule de bois, comme dit un de nos auditeurs. Donc, effectivement, c'est une loi qui a... il y a des graphiques qui sont facilement trouvables, notamment sur Internet, qui montrent que la dette qu'on a actuellement, qui est, il me semble, de 1600 milliards d'euros, ce qui est colossal, ne constitue que les intérêts de notre dette, c'est-à-dire les intérêts cumulés de ce qu'on a emprunté aux banques privées. Ce qui fait que si on n'avait pas passé cette loi, en France, il y aurait virtuellement une dette de 0 euros. Voilà, bon, ça serait pas zéro, ça serait un petit peu, mais ça serait considérablement moins que ce qu'on a à l'heure actuelle. Et on voit pas comment ça pourra se remplir, parce que cette dette, c'est impossible de la rembourser. Mais par contre, ça sert beaucoup, c'est-à-dire ça sert à justifier notamment le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans la politique de Sarkozy. Voilà, il nous explique qu'avec la dette qu'on a, on ne peut pas se permettre d'avoir autant de fonctionnaires. Alors c'est vrai que chez les professeurs, par exemple, on a des classes de plus en plus chargées, avec des élèves de plus en plus difficiles, et pourtant il y a de moins en moins de professeurs. Bon, c'est un petit peu compliqué.
Pour la police, c'est pareil. On nous explique qu'on va lutter contre le crime, mais pareil, il y a un fonctionnaire sur deux qui n'est pas remplacé. Et tout ça est toujours justifié par il faut rembourser la dette, on ne peut pas se permettre avec une dette de 1600 milliards. On peut pas se permettre. Ben non, on peut pas se permettre parce qu'effectivement, il faut rembourser les banques parce que c'est quand même très très important que les banques aient de l'argent, bien entendu. Donc, il faut savoir que cette loi de 73, en fait, il suffirait pas de revenir dessus. Parce qu'en plus, je crois qu'elle n'existe plus. Il me semble qu'elle a été abrogée. Elle a été abrogée tout simplement, comme le sont beaucoup de lois, parce qu'une nouvelle loi est passée. Elle a été abrogée au moment où le traité de Maastricht est passé, puisque le traité de Maastricht reprenait cette loi, mais l'appliquait évidemment à tous les pays signataires. C'était l'article 104 du traité de Maastricht. Donc voilà, l'Europe a avalisé cette décision qui fait que tous les pays de l'Union européenne sont obligés de ne plus emprunter à leur banque centrale. Et il faut savoir que dans le traité, que même l'article 104 du traité de Maastricht a aussi été abrogé au moment du traité de Lisbonne, puisque cette loi existe aussi dans le traité de Lisbonne, c'est l'article 123 du traité de Lisbonne. Donc voilà, donc il faut savoir qu'en fait, la France ne peut pas revenir comme ça, ne peut pas recréer la Banque de France et à nouveau emprunter à taux zéro à la Banque de France. Il faut absolument sortir de l'Europe et dénoncer le traité de Lisbonne pour pouvoir revenir sur cette loi, parce que sinon c'est contenu dans les traités européens. Donc c'est encore une raison de plus de commencer par sortir de l'Union européenne. Et voilà ce que j'avais à ajouter sur cette loi de 73. Merci beaucoup. Alors, je sais pas si vous avez sans doute beaucoup de choses à dire. Si on vous donne la parole, donne la possibilité de réagir par oral, c'est un sujet extrêmement vaste. Alors bon, effectivement, on n'a pas envie que la soirée dure non plus trop longtemps, parce qu'il est déjà 11h moins le quart. On avait aussi quelques informations disparates à donner comme ça de façon assez courte et assez brève. Donc voilà, alors par exemple, Vano, as-tu d'autres informations? Enfin, il y en a énormément, bien sûr, dans l'actualité. Je vous parlais tout à l'heure, parce qu'on avait dit que c'était aussi d'une certaine manière une revue de presse. Là, je vous ai parlé de l'article de Drac, donc qui vient de Réfléchir et Agir, qui est un magazine intéressant, qui donc pour l'été 2011 propose des articles notamment sur la géopolitique, sur les oligarchies, sur les oligarchies mondiales, notamment sur le Bilderberg, avec le travail des articles signés de Pierre Hillard lui-même, quand même, pas mal, et de Robert Stuckers, par exemple aussi, et entretien avec Emmanuel Ratier à propos de son livre, sa récente réédition, qui s'appelle donc Au cœur du pouvoir, à propos du Club Le Siècle, que vous connaissez tous, je pense. Entretien également avec Alain Soral à propos de son livre relativement récent quand même, Comprendre l'Empire. Voilà, donc vous ne serez pas déçus si vous procurez ce magazine, d'autres informations assez intéressantes. Voilà, donc je disais Bilderberg, un papier aussi sur le FMI, sur la trilatérale, un entretien aussi avec Tomislav Sunic, le philosophe d'origine croate, qui a eu d'ailleurs des fonctions comme ambassadeur en Croatie, et qui est devenu professeur maintenant d'université et docteur aux États-Unis, et qui travaille en partenariat avec Pat McDonald, qui est un racialiste américain. Bon, la dimension plutôt identitaire, c'est un magazine assez identitaire, donc tout à fait des positions que vous pouvez contester, mais enfin qui sont relativement argumentées quand même dans ce magazine. Donc, et par ailleurs aussi, je vous conseille toujours la revue Éléments, qui est toujours intéressante. Je me suis procuré très récemment le dernier numéro, de juillet à septembre 2011. Vous savez que Éléments fait paraître 4 numéros par an. Donc là, un numéro consacré avant tout aux révoltes arabes. C'est que c'est un sujet qui arrive souvent sur le tapis en ce moment, puisqu'on commence à avoir suffisamment de recul pour pouvoir les interpréter sérieusement, et on connaît les tenants et aboutissants. Un papier aussi sur Mao Tse-Dong, par exemple, sur la littérature aussi, sur Nicolas Gogol, par exemple, et la réédition de certaines de ses œuvres. Donc, Élément est toujours un bon magazine, avec une nouvelle, depuis quelques numéros, une nouvelle couverture, voilà, parce que je voulais une nouvelle interface. Pareil. Et maintenant, on vous laisse la libre antenne, donc 30 minutes, donc à 23h20, on conclura. On vous écoute pour vos questions, vos interventions. Allez-y, n'hésitez pas.
Évidemment, vous n'êtes pas tenu de rester une trentaine de minutes, hein. Si vous souhaitez aller vous coucher, mais, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Il y a pas de problème. En tout cas, on veut laisser la possibilité aux personnes de réagir, hein, parce que comme on disait, on n'a pas la prétention d'apporter la vérité. La science infuse, donc... Juste avant que les gens aillent se coucher, j'aimerais rappeler quand même que le livre TeamSpeak, c'est avant tout une plateforme de conférence sur Internet. Donc aujourd'hui, on inaugurait un petit peu cet exercice, puisque nous n'avions pas de conférence prévue. Si ça vous a plu, on refera sans doute cet exercice une autre fois. Mais a priori, la semaine prochaine, nous aurons Omar Djelil, qui est un Français musulman, ancien d'SOS Racisme, qui a pas mal évolué, qui devrait faire une conférence normalement dimanche prochain. Donc ce sera confirmé entre-temps. Mais donc Simon devrait l'appeler demain, effectivement, pour confirmer. Mais a priori, ça devrait être la semaine prochaine, dimanche à 21h. Et on vous encourage à venir, ça devrait être très intéressant. Et pareil, vous pourrez lui poser des questions. En ce qui concerne la libre antenne, n'hésitez pas, hein, lancez-vous. C'est toujours la première question qui est la plus difficile à venir. Si vous voulez des compléments d'information, donnez votre opinion aussi, on vous écoute. Bonsoir, alors moi j'avais une question pour vous sur le thème de ce soir. Je vous fais un copier-coller d'un lien là. Voilà, je sais pas si vous avez vu cet entretien, c'était donc Michel Eferiades, donc je crois que c'était un gréco-libanais, et en fait donc il parlait justement des États endettés à leur insu, avec la privatisation des banques nationales, etc. Et là, le passage en force de l'endettement des peuples. Alors je sais pas, je me suis pas renseigné, mais il parlait de 3 conditions qui permettaient, via une espèce de loi fondamentale, de pouvoir rayer d'un beau grand trait une dette. Alors je voulais savoir en fait si c'était quelque chose de caractéristique au Liban ou si c'est quelque chose qui s'appliquait à d'autres pays, et si c'est le cas, ne pensez-vous pas que des personnes comme Dupont-Aignan ou Marine Le Pen, qui comptent changer beaucoup de choses, mais qui comptent apparemment, enfin en tout cas pour Marine Le Pen, rembourser la dette au lieu de la rayer, est-ce que vous pensez pas qu'ils sont un peu soft en fait, et qu'il ne manquerait pas d'agressivité? Écoute, moi je ne connais pas cet entretien, donc il faudra que je le regarde pour vraiment m'exprimer dessus. Ce que je peux dire sur la volonté de remboursement de la dette, c'est que ça dépend des modalités. C'est-à-dire, la sortie de l'euro, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Effectivement, il faudra de toute façon revenir à une souveraineté monétaire, donc à nouveau la capacité d'emprunter à 0% et de créer sa monnaie. Mais il peut se passer plusieurs choses. Déjà, si l'inflation démarre en trombe, la dette, finalement, elle vaudra plus grand-chose, quoi. Je veux dire, si si t'es payé comme au moment de la République de Weimar, où 1 euro actuel, ça fait 1 million de francs, la dette, si tu veux, elle est vite remboursée. Alors évidemment, ça pose énormément de problèmes pour les importations, notamment, et plein d'autres choses. Mais c'est un scénario possible. On a quand même un exemple qui est assez criant, c'est l'exemple de l'Argentine. Au début du siècle, j'ai envie de dire, au début du 21e siècle, qui, comme ça, n'a plus pu rembourser et a fait un défaut de paiement de sa dette. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Argentine? Ben, c'est que tout simplement, ben, ils ont dit on peut pas payer, on paye pas. Et, et les banques, ben, elles ont voulu grappiller ce qu'elles pouvaient. Donc du coup, elles ont pris, je sais plus combien, elles ont dû prendre 20% du total de la dette. Et à la fin des 20%, ben voilà, c'était remboursé. C'est-à-dire, ils préfèrent, les banques privées, si on leur dit on paye pas, ils préfèrent prendre 20% que prendre rien du tout, hein. Donc il faut pas avoir peur, disons, il faut pas avoir peur de ce scénario-là. C'est sûr que c'est un scénario qui mène à des difficultés dans un premier temps, mais ces difficultés se résolvent assez vite. C'est-à-dire ça promet 2 années, par exemple, assez dures, mais 1 ou 2 années dures, mais au bout d'1 ou 2 années très difficiles, ça repart très très vite, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour l'Argentine, et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas pour la France, par exemple. Ensuite, pour être plus précis sur le lien que tu nous donnais, là, malheureusement, je te dis, j'ai pas écouté, donc je peux pas en dire plus. Oui, moi j'ai une question. À quand une conférence avec Alain Soral? Bon, ce ne sont pas dans nos priorités, enfin pourquoi pas un jour, hein, mais en l'occurrence, nous estimons que il faudra donner davantage la parole à des gens qui n'en ont pas ou qui ne sont pas relayés.
Et j'espère que vous avez eu déjà l'occasion d'écouter, enfin vous avez toujours cette opportunité, puisque c'est avec le blog, le livre TeamSpeak, vous avez l'opportunité de réécouter les anciennes conférences où nous avons essayé de faire donner la parole à des gens un petit peu pas oubliés, mais enfin des gens à qui on ne donne pas beaucoup de micro. On considère quand même qu'Alain Soral est quelqu'un qui a suffisamment souvent un micro qui lui est tendu, même si ce ne sont pas les micros des plus grands médias. Voilà. Ouais, alors bah, si je peux dire un mot là-dessus, bah, on n'a rien contre Alain Soral, puisque, comme vous l'avez vu, on a même relayé des informations qu'on a trouvées sur Égalité et Réconciliation. Donc, en théorie, on n'a absolument rien contre le fait de le recevoir, au contraire, mais c'est vrai que Alain Soral s'exprime déjà beaucoup, et puis il est relayé par une machine qui devient assez puissante, qui est la machine Égalité et Réconciliation, qui fait beaucoup de vues. Et je pense que il a pas beaucoup d'intérêt à venir ici finalement, parce que c'est presque lui qui nous servirait la soupe plutôt que le contraire, parce que lui nous ferait faire beaucoup de vues. Nous, on n'est pas un média de grande promotion pour l'instant. Ce qu'on propose plutôt, c'est à des gens qui ne sont pas médiatisés, qui n'ont pas les moyens de faire des vidéos sur le net, justement de leur fournir une vidéo. Là, par exemple, on a fait une conférence, alors qui n'était pas du tout politique, qui était sur le Soleil, qui était une conférence scientifique par un astrophysicien tout à fait sérieux qui s'appelle Régis Le Cogen. Alors lui qui ne se mêle pas du tout de politique, hein, nous ne le mêlons absolument pas à tout ce que nous pouvons dire ici, mais qui nous a fait une conférence très sérieuse avec un diaporama, et ça va être mis en ligne avec le diaporama, donc ce sera une vidéo très, très agréable à regarder. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter? On peut apporter ça, c'est-à-dire un apport technique à des gens qui finalement n'ont pas du tout de ressources pour faire des vidéos, etc. Voilà. Après, c'est vrai que je me permets quand même de dire que je crois qu'Égalité et Réconciliation est un petit peu suspicieux de notre média, de notre médium, et a peur qu'on soit un peu anti-Soral ou anti-Égalité et Réconciliation. Donc, j'espère que ce soir, on aura prouvé que ce n'était absolument pas le cas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, bah, peut-être qu'un jour on recevra Alain Soral. Moi, je pense qu'il est le bienvenu. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ouais, non, moi j'ai eu des très bons échos du BN, du Bureau National de R, sur tout ce que les gens qui sont passés, qui sont encore ou qui ne sont plus chez ER, développent en fait en périphérie. Après, c'est juste que bon, il y a un petit regret dans le sens où il y a pas mal de gens qui auraient dû développer des choses et en fait ils sont obligés de faire ça ailleurs, quoi. Mais ils voient ça d'un très bon œil et c'est le problème du côté pyramidal de R. Donc il suffit que tu t'adresses pas à la bonne personne, t'écris des choses, tu fais des trucs et ça part dans un sens unique. Hein. C'est le problème, quoi. C'est voilà, quoi. Mais ils voient ça d'un très bon œil. Hein. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. Écoute, merci de ton intervention. Ça nous permet aussi de rappeler qu'en général, nos conférences durent enfin un peu plus de 2 heures, incluant bien sûr la partie questions-réponses, puisque là, évidemment, nous avons un format particulier aujourd'hui que l'on rééditera peut-être hein, si c'est un succès. Enfin, si vous considérez, vous qui êtes là en direct, et puis ceux qui écouteront ensuite la vidéo. Bien effectivement, nous cherchons à avoir un format qui tourne autour des 2 heures à peu près, quoi. Parfois, ça a dépassé un petit peu 2 heures et quart. Mais voilà, pour pas gêner trop les gens, pour pas qu'ils se couchent trop tard et qu'ils soient ensuite enquiquinés par leur patron le lendemain matin. Moi, je fais au boulot, donc je m'en fous un peu, quoi. Mais là encore, sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, notamment ce sont des sujets relativement d'actualité, donc il manque encore un petit peu de recul. Je parlais des révoltes arabes et du fait qu'un certain nombre de médias comme Éléments, etc., commencent à les étudier, parce qu'effectivement maintenant on commence à avoir un peu de recul. Savoir si ça a marché ou pas, qui a tiré les ficelles, quels ont été les tenants et aboutissants. Pour ça, on peut pas être directement dans l'actualité, hein, comme vous le savez, la plus brûlante, donc il faut un petit peu de recul. Et nous-mêmes, peut-être que les choses que nous avons dites aujourd'hui, certaines seront certaines validées, d'autres invalidées par l'avenir. Dieu seul le sait. Moi, j'avais beaucoup apprécié la conférence de Laurent James et j'aimerais savoir si vous aviez sous le coude des intervenants qui soient dans la même veine eurasienne, ésotérico-révolutionnaire.
Oui, oui, enfin je peux répondre, j'ai pas envie de trahir de secret de polichinelle comme on dit, mais effectivement j'ai un contact avec un intervenant, quelqu'un qui a écrit sur les Celtes, qui a écrit aussi sur la tradition, sur Evola, sur Guénon, et qui s'est converti au christianisme orthodoxe, et qui donc s'intéresse beaucoup à la littérature russe et par conséquent à l'eurasisme. Donc il devrait venir, mais bon, il n'a pas encore donné son accord total, donc en tout cas si vous appréciez ce genre de choses, nous essaierons évidemment de satisfaire vos demandes et puis d'avoir cet individu. Sinon, dans les petites infos que j'avais notées, bon, j'ai pas trop eu le temps parce que je voulais pas faire trop long tout à l'heure, mais j'ai vu une vidéo de Mélenchon où il a qualifié la politique étrangère française de politique du petit chien. J'ai trouvé que c'était une métaphore bien trouvée, c'est-à-dire pour la Libye et pour tout le reste, les États-Unis mènent la voie et la France suit. Et il parlait de ça pour parler du retrait des troupes d'Afghanistan en 2013, c'est-à-dire qu'on ne l'envisageait pas, jusqu'au moment où les Américains ont dit eux-mêmes qu'ils allaient se retirer. Et la France a enchaîné en disant qu'eux aussi se retiraient. Donc effectivement, on suit notre maître. C'est assez intéressant. À mon avis, d'ailleurs, c'est plus une annonce électorale dans les deux cas qu'autre chose. C'est-à-dire, je pense qu'Obama a annoncé le retrait parce que ça mange pas de pain et il vaut mieux passer les élections d'abord. Et, euh, et voilà, et puis après 2012, il sera toujours temps de dire non, finalement on prolonge. Après tout, il avait bien dit qu'il fermerait Guantanamo et c'est toujours pas fermé. Et puis pour Sarkozy, c'est pareil, ça va permettre de passer 2012 en disant on fait un retrait progressif des troupes et il sera toujours temps de prolonger après. Mais j'ai trouvé la métaphore de Mélenchon intéressante. Eh bien écoutez, puisque je vois qu'il n'y a plus ni de questions ni d'interventions, je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure la soirée. Voilà, donc je vous remercie bien sûr, vous qui êtes là, qui avez fait l'effort d'y assister en direct et qui avez eu l'opportunité, j'espère, de pouvoir intervenir, de pouvoir rebondir, pas nécessairement toujours directement, mais bon, nous avons essayé de faire de notre mieux. Donc il s'agissait aujourd'hui, en ce dimanche 31 juillet, de la première édition du Libre Journal, du Libre TeamSpeak. En tout cas, lui-même, le Libre TeamSpeak en tant que support et en tant que médium est appelé à se développer et continuera à proposer des conférences. Encore peut-être au début du mois d'août, en parlant de Margelil sans doute pour le week-end prochain, et ensuite sans doute à la rentrée, on fera une petite pause estivale, mais on vous confirmera ça et on vous avertira au mieux, que ce soit par notre blog internet, le libre TS, .blogspot.com ou alors par le mail que nous chargeons de vous envoyer quelques jours avant les conférences. Voilà, merci à tous, bonsoir. Je voulais aussi, excuse-moi de t'avoir interrompu, je voulais aussi préciser que cette soirée sera mise évidemment en ligne, donc à la fois sur Dailymotion et en fichier MP3 pour ceux qui veulent juste écouter, puisqu'après tout il n'y a pas d'image. N'hésitez pas à la relayer si elle vous a plu, puisqu'on a besoin effectivement d'être un peu relayé, de grandir petit à petit. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous faire des retours sur cette soirée, puisque c'est vrai que c'était une première pour nous. On a essayé de faire ça le mieux possible, mais ça serait agréable de savoir si ça vous a intéressé. A priori, je pense que ça vous a intéressé, puisque le nombre de participants n'a pas baissé, donc les gens ne sont pas partis, donc j'imagine que c'était pas trop mal. Mais n'hésitez pas, on a besoin d'avoir des retours. Donc voilà, et on vous remercie encore une fois beaucoup d'être venu. Voilà, merci à vous.